varie en fonction du déjeuner, de l'apéro, etc. Et du coup, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez nous voir à l'occasion, à la fin. Et je vais laisser la place à la personne qui peut nous parler. Merci. Et bonsoir à nouveau. Merci de nous avoir rejoints. On présente tout en ligne. Je m'appelle Romain Galabert, moi, je suis un jeune entrepreneur. J'ai la chance l'année dernière d'avoir été sélectionné par l'accélérateur international Top Leadership Programme, je l'appelle SLP. SLP, c'est une association qui a été créée par des entrepreneurs et pour des entrepreneurs qui existe depuis 14 ans aux États-Unis et depuis 10 ans en France. SLP, c'est une formation, en fait, c'est 120 heures de formation qui sont proposées par des bénévoles sur une session de 8 mois au travers de 24 ateliers. C'est la possibilité pour des entrepreneurs d'être accompagnés par deux mentors, parmi les 160 qui sont présents dans l'association, et la possibilité de faire partie d'un groupement d'entrepreneurs internationaux, y compris si, lorsque vous voyagez, vous pouvez faire appel à ce réseau. Voilà, et donc cette année, je suis en charge avec Axel Pignard, à qui je vais laisser la parole, du recrutement de la 11e promotion qui débutera au mois de septembre, pour lequel je pense que vous allez laisser le faire. Bonsoir à tous, donc je m'appelle, je suis également entrepreneuse et je suis startup manager chez LPP. C'est vrai que l'idée de la levée de fonds c'est un sujet qui me touche beaucoup et qui est encore beaucoup dans l'air du temps. Et c'était encore d'actualité de se dire, bah, tiens, on se demande de pouvoir faire une open session sur le sujet, parce que dans la formation, on a vraiment un gros aspect sur la finance et sur la levée de fonds. Donc ça nous tenait à cœur, un moment et moi, de faire intervenir Xavier aujourd'hui. Xavier est quand même le fondateur du programme en France. Et il vient de sortir justement pour le sujet un livre qui s'appelle « Levée de fonds mode d'emploi ». Et c'est pourquoi ce soir, vous pouvez réunir. Donc, je suis super fière de laisser la parole à Xavier. Merci beaucoup. Merci. Alors, il faut juste que je me positionne correctement pour que voilà, on puisse me voir sur Zoom, on puisse échanger. C'est bon? Ok. Écoutez, ravi de pouvoir échanger avec vous ce soir. L'idée, c'est de parler en effet de levée de fonds. Alors, pourquoi? En effet, j'ai sorti un bouquin, donc ça aide. C'est un sujet que j'aime tout particulièrement. Et juste en avant-propos, je dirais que c'est pas une fin en soi, d'accord? On crée pas une boîte pour lever des fonds. C'est important d'avoir ça en tête. On voit trop d'entrepreneurs, de pseudo-entrepreneurs en tout cas, qui montent leur boîte et qui expliquent que tout de suite ils vont lever des millions pour faire des trucs. C'est pas l'objet. Ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est que la levée de fonds, c'est un moyen. Si vous pouvez éviter les levées de fonds, évitez-les. Et ça veut dire que vous avez les moyens, la capacité avec votre entreprise de la développer. C'était un avant-propos, c'est important que vous ayez ça en tête parce que pour moi, je suis pas en train de vendre de la levée de fonds à tout prix. C'est important de le comprendre. Dans le mode de fonctionnement de ce soir, ce que je veux vous proposer, c'est de me poser autant de questions que possible quand vous voulez. Si jamais j'aborde le sujet un peu plus tard, je vous l'indiquerai, comme ça je garderai à peu près une ligne de conduite. Mais n'hésitez pas à me poser des questions, ne serait-ce que pour les personnes du remix, mais aussi sur Zoom, n'hésitez pas, on peut récupérer vos questions sur le chat. Et on les reprendra de manière en fonction de leur arrivée. Donc surtout n'hésitez pas à poser des questions. Évidemment, donnez-moi aussi le temps de faire ma présentation si possible, mais l'idée c'est qu'on puisse échanger, que je puisse vous aider si vous avez des questions que vous posez bien sûr. Je ne sais pas si quand les personnes poseront des questions ici, vous les entendrez. Donc, on fera en sorte en tout cas que vous puissiez. Ah ouais, ok, vous pourrez les entendre. Donc, ce sera aussi une bonne façon d'avancer. Ok, alors je vais me présenter vite fait. Donc, moi, je m'appelle Xavier Milin. J'ai un background de directeur financier. Mon job aujourd'hui, c'est faire ce qu'on appelle de la direction financière part-time. Donc, je suis DAF de plein de boîtes en même temps, en fait. Hein, c'est ça que ça veut dire.
Et ça fait maintenant une dizaine d'années que j'exerce ce métier de cette manière. Et j'ai accompagné beaucoup de boîtes sur des problématiques de financement et en particulier sur des problématiques de levée de fonds. J'interviens avant une levée de fonds, pendant ou après. Mais il y a toujours quelque chose autour du financement et de la levée de fonds qui intervient. Et donc, c'est force de ces expériences-là et des accompagnements que j'ai pu aussi effectuer au sein de pas mal d'incubateurs que j'avais écrit un premier bouquin en 2018 qui s'appelait d'ailleurs Levée de fonds, un truc thème de prédilection, il faut croire. Et j'ai réécrit un tout nouveau livre sur la base du premier, mais complètement redéveloppé et qui est sorti en effet il y a quelques semaines, tout début mars, pour être plus précis. Voilà, c'est ce dont on va parler, la levée de fonds, mode d'emploi. Mais en fait, il y a une première question qui est, à mon avis, cruciale, c'est de se demander, mais qu'est-ce que ça veut dire réussir une levée de fonds, en fait? Parce que lever des fonds, comme je vous dis, ça veut dire quoi réussir sa levée de fonds? Alors, j'ai essayé de trouver une phrase qui fonctionne au mieux. C'est toujours un peu difficile d'être très affirmatif sur ce type de thème, mais j'ai essayé d'identifier ce que, en une phrase, je pouvais résumer. Et donc, je vais vous donner la phrase et puis j'ai fini la présentation. Si ça vous va, moi, c'est bon. En fait, pour moi, réussir sa levée de fonds, c'est trouver les fonds nécessaires à son projet auprès des bons partenaires et dans les meilleures conditions possibles. Alors évidemment, c'est le vœu pieux, mais il faut qu'on reprenne un petit peu ces différentes thématiques. D'abord, trouver les fonds nécessaires à son projet, ça veut dire quoi? Ça veut dire lever le montant qu'on souhaite lever, mais avant tout, il faut l'avoir identifié. C'est-à-dire que c'est bien gentil de chercher à lever 3 millions d'euros, mais si vous avez besoin que de 500 000, ça ne sert strictement à rien. Si vous allez faire du dépôt à terme de vos comptes, franchement, ça s'appelle une belle connerie. Donc, ne faites pas ça. La première étape, et c'est surtout de savoir de combien vous avez besoin. Et ça, on peut dire ce qu'on voudra, mais un bon business plan, ça aide. Et au moins, ça vous permet de structurer les choses et d'identifier de combien vous allez avoir besoin sur une période donnée. D'accord? Donc, établir un business plan, il y a beaucoup de gens qui vous disent on peut créer sa boîte sans établir un business plan. C'est vrai, mais la plupart du temps, il vaut mieux en avoir un. Ça aide quand même, ne serait-ce que pour savoir quand est-ce qu'on va aller dans le mur avec l'argent qu'on a. Donc, moi, je vous recommande quand même d'identifier les montants dont vous avez besoin. Et donc, réussir sa levée, ça va être de trouver les fonds dont on a besoin. J'aurais peut-être même dû rajouter à ce début de phrase un élément qui est le temps. C'est-à-dire que réussir sa levée de fonds aussi, c'est trouver les fonds nécessaires dans un délai relativement raisonnable. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes peut-être rendu compte, les levées de fonds, on en parle toujours, mais les montants sont moindres. Il y a beaucoup moins de sociétés qui annoncent des chiffres dithyrambiques. C'est pas pour rien, c'est pas parce que l'effet de mode est passé. C'est juste que aujourd'hui, il y a beaucoup plus. Les levées de fonds prennent beaucoup plus de temps. Les investisseurs sont beaucoup plus regardants sur beaucoup d'informations, beaucoup d'éléments. Et donc, une levée de fonds qui prenait 6 mois va prendre 9, peut-être 1 an. Et 1 an dans une vie d'entreprise, d'une start-up, c'est beaucoup de temps. Et donc, quand on cherche à lever de l'argent, il faut anticiper ces phases. Il faut anticiper ce timing qui va être potentiellement long. Donc voilà, trouver les fonds nécessaires avec une notion de timing auprès des bons partenaires. Là encore, c'est un vrai sujet. C'est quoi un bon partenaire? On va revenir sur ces notions dans la présentation, mais trouver les bons partenaires, c'est donc trouver des investisseurs ou pas. D'ailleurs, vous allez voir que la levée de fonds, c'est pas que des investisseurs, mais c'est faire venir à son capital des profils qui correspondent à votre boîte, qui correspondent à ce que vous voyez de votre boîte et vers où vous voulez l'emmener. Il faut quand même qu'il y ait une certaine adéquation de point de vue entre les investisseurs et vous.
vous, fondateurs, fondatrices, hein, quand je dis vous, je parle aux fondateurs et aux fondatrices d'entreprise. C'est très important. Il faut que tout le monde soit quand même sur la même longueur d'onde. On va en reparler sur les mécanismes, sur comment ça fonctionne, sur quels sont les profils, mais gardez ça en tête. Il faut que j'ai les bons partenaires. Et dans les meilleures conditions possibles, là, il y a deux notions qui sont quand même assez clés, qui vont être la notion d'entreprise et la notion de fondateur. C'est-à-dire que quand on parle des meilleures conditions possibles, il faut regarder les deux aspects. L'aspect entreprise, donc trouver les partenaires dans les meilleures conditions possibles pour la boîte, ça veut dire avec des éléments de financement, des moyens de financement qui sont favorables à l'entreprise. Pas trop l'endetter, quel sujet améliorer ses fonds propres. Il y a des questions? Il y a un truc? Ok. Améliorer ses fonds propres, garder une stratégie qui tient la route, etc. L'autre aspect qui est quand même assez clé, c'est les conditions pour les fondateurs et les fondatrices d'entreprise. Faut pas vous oublier en fait. Souvent, vous vous focalisez sur le montant de la boîte et la valo, hein, c'est un gros sujet, mais vous découvrirez qu'il y a tellement d'autres aspects à comprendre quand vous êtes sur un process de levée de fonds que, eh bien, il y a beaucoup de conditions qui vont vous concerner directement. On va parler de conditions de votre rémunération. On va parler de votre package global. On va parler du fait de vous virer. Potentiellement, ça s'appelle des conditions de good liver et bad liver. Hein. Donc, vous êtes quelqu'un un fondateur ou une fondatrice, très bien, mais on a décidé de vous faire partir. Eh ben, on peut vous faire partir de manière plus ou moins sympathique en fonction de ce qui s'est passé, mais aussi en fonction du contrat que vous avez signé dans les pactes. Donc, vos conditions, elles sont clés. Votre manière de pouvoir gérer l'entreprise. Quand vous allez faire venir des investisseurs, vous allez faire face à un board dont vous ferez très certainement partie, et ce board, il va avoir beaucoup de pouvoir. Et le fait que ce board ait beaucoup de pouvoir fait que vous-même, il y a plein de sujets où vous n'aurez plus, vous ne serez plus le seul, en tout cas, à avoir votre mot à dire. Vous pouvez avoir des investisseurs très minoritaires, mais qui ont des droits de veto et qui peuvent refuser le fait que vous décidiez d'embaucher un collaborateur ou une collaboratrice à plus de 100 000 euros. Voilà. Vous avez identifié un profil qui vous plaît, vous le présentez. Il ne plaît pas à quelqu'un de votre board, eh ben, tant pis pour vous. Et c'est comme ça que ça se passe et vous ne pouvez pas rediscuter le sujet. Vous êtes encore majoritaire, vous avez encore l'impression d'être chez vous, mais à partir du moment où le board l'a décidé, c'est plus à vous vous n'avez plus rien à dire. Donc, tout ça pour dire que les meilleures conditions possibles, elles ne sont pas que liées à l'entreprise, elles ne vont pas être que liées à votre management package, elles vont être liées à un certain nombre de conditions, et c'est toutes ces conditions qu'il va falloir considérer. Et donc, si vous réussissez à trouver vos fonds nécessaires, à trouver les bons partenaires et à identifier en effet les meilleures conditions pour vous et pour l'entreprise, là, on pourra dire que vous avez réussi votre levée. Voilà. Donc, ça y est, j'ai fini. Mais ça paraît simple, évidemment, écrire une phrase, c'est tout ce qu'il y a de plus simple, mais c'est important de l'avoir en tête, parce que cette phrase-là, en fait, elle va résumer tout ce qu'on va pouvoir voir après. Bon, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, on va faire un peu de chimie. Alors, c'est dommage, parce que j'aurais dû le demander, mais j'ai oublié. C'est l'heure de l'apéro, donc je vais prendre une image apéritive, on va dire. On va parler de dilution. Est-ce que vous voyez ce que c'est la notion de dilution? Se diluer. Ouais. Bon, pas tout le monde. On va partir du principe que pas tout le monde. Hein. Et donc, prenons une image. On va prendre le pastis. Je pense que c'est l'heure. Si ça vous va, moi, je pense que c'est un bon thème. Et donc, prenons le pastis. Le pastis, on est d'accord, c'est un liquide qui est très dense. Quand on le verse dans un verre à la base, on a un espèce de liquide brunâtre, voilà. Et quand on va verser de l'eau, ce qui va se passer,
c'est que petit à petit, il va jaunir et plus on va verser d'eau, plus le liquide, le liquide va devenir transparent. Plus ça va aller, plus on va verser d'eau, plus le jaune devient transparent. Eh bien, ce pastis, c'est votre actionnariat dans l'entreprise. C'est exactement la même chose. Au départ, vous avez 100% de vos actions, d'accord? Votre pastis, il est pur. Vous êtes vraiment voilà, il vaut mieux mettre un peu d'eau quand même. Là, mais vous pouvez continuer sans eau si vous le souhaitez. Quand vous allez faire venir de nouveaux actionnaires, qu'est-ce qui va se passer? En fait, vous n'allez pas vendre des actions à un autre actionnaire, hein, soyons clairs. Hein. Si vous vendez des actions à un autre actionnaire qui arrive, qu'est-ce qui se passe? C'est simple, c'est une transaction entre deux tiers par rapport à l'entreprise. L'argent, elle va aller en effet dans votre poche et en partie dans les poches de l'État, mais l'entreprise ne va rien voir. Il aura de nouveaux actionnaires, c'est sûr, mais derrière, il ne se passera rien pour la boîte. D'accord? La revente d'actions, c'est de la transaction et ce n'est pas de la levée. Lever de l'argent, c'est créer, en fait, c'est pour l'entreprise, faire venir de l'argent dans son capital. Et pour ça, en fait, la société va créer des actions. Et donc, quand vous allez lever de l'argent auprès d'actionnaires, ce qui va se passer, c'est qu'on va créer de nouvelles actions. Imaginez, vous créez votre boîte, vous avez 1000 actions à 10 € nominal, par exemple. On crée des nouvelles actions. Imaginons qu'on en crée 500, d'accord? Tout à coup, il y avait 1000 actions au départ, vous aviez 100% du capital avec vos 1000 actions. Demain, après la levée, il y a 1500 actions. Vous en avez toujours 1000, hein. Vous n'en avez pas 1500. Les 500 autres viennent de vos actionnaires, de nouveaux actionnaires. Et donc, tout à coup, vous aviez 100% du capital. Et là, vous vous retrouvez avec le même nombre d'actions à 1000 sur 1500, c'est-à-dire 2/3 du capital. Vous êtes dilué, comme le pastis. C'est exactement la même chose. On n'a pas versé d'eau, on a versé des actions. Mais c'est la même chose. En fait, votre capital se dilue. C'est ça la dilution, en fait. Et souvent, vous entendez parler de dilution, d'effets dilutifs, non dilutifs. C'est très, très important de l'entendre. Parce que ça va driver votre stratégie de levée. Parce qu'en fait, lever de l'argent, mine de rien, ça se fait sous plusieurs approches. On va parler de financement non dilutif, de financement dilutif et de mix. Et évidemment, le plus souvent, qu'est-ce qu'on va faire? Un mix. Mais juste pour vous reprendre un petit peu les notions de dilution, de financement de levée sans dilution. On parle de quoi? On parle de tous les financements divers et variés dont on peut bénéficier quand on est une entreprise innovante, par exemple en France. Vous pouvez avoir des aides BPI, vous pouvez avoir des prêts d'honneur, vous pouvez avoir beaucoup de soutien. En fait, la France est un des pays qui soutient le plus son économie innovante, hein, avec le crédit d'impôt recherche, etc., mais aussi avec ce que fait BPI France, entre autres, ou les régions aussi qui sont très dynamiques. Et de ça, en fait, on peut bénéficier, en effet, de pas mal d'aides, pas mal de soutiens, qui vont être des prêts, qui vont être des subventions. Ce sont des éléments où l'argent va entrer dans l'entreprise, mais en contrepartie, il n'y a pas de nouvelle action à créer. D'accord? On ne se dilue pas. On garde nos 1000 actions au capital et ça n'a pas bougé du tout. Okay? Donc là, on est sur une notion de financement totalement non dilutif. Le financement dilutif, c'est surtout ce qu'on va voir un petit peu après, c'est l'arrivée de nouveaux actionnaires. Donc là, c'est ce que je vous dis, je crée mes 500 nouvelles actions, je suis dilué, là, il n'y a pas photo, c'est vraiment ce qui se passe. Pourquoi je dis que ce qui va se passer le plus souvent, ça va être le mix des deux? Parce que, en fait, le financement non dilutif, il n'est pas automatique. Il est lié à beaucoup de conditions. Il faut être innovant la plupart du temps. Il faut répondre à un cahier des charges sur un appel d'offres. Voilà, vous avez quand même beaucoup de conditions qu'on vous demande. Donc ça, il faut déjà répondre à ces conditions-là. Mais aussi, il faut répondre à un certain nombre de conditions financières. C'est-à-dire que une aide BPI France, par exemple, va être une aide avant un projet, avant le lancement de votre projet. Hein, vous demandez une aide à BPI France, elle va vous préfinancer.
D'accord? Donc, elle préfinance votre projet. Vous présentez un projet à 60 000 euros, elle peut vous financer, mais elle pourra vous financer à hauteur de 30 000 sur 60 000. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il va falloir sortir les 30 000 autres. Et pour ça, c'est quoi votre job? C'est de montrer que vous êtes capable de les financer, ces 30 000 euros qui manquent. Et comment on fait? Soit on les a, et le problème ne se pose pas, soit on les a pas, et dans ce cas, ça veut dire qu'il va falloir le faire venir d'une manière ou d'une autre. Et cet argent, comment on le fait venir? Souvent avec des actionnaires. De la même manière, quand vous empruntez à une banque, c'est du financement totalement non dilutif. La banque me prête, il n'y a pas d'impact sur mes actions. A priori, ça ne bouge pas. Mais il y a quand même un vieil adage bien connu qui dit qu'on ne prête qu'aux riches. Ce n'est pas une blague, d'accord? N'allez pas voir votre banquier au moment où vous êtes dans le rouge. Ce n'est pas la peine. Voilà. Ou alors, il vous donnera juste le papier pour vous montrer l'endroit où il faut vous signer la fermeture de votre compte. Mais sinon, il ne va pas vous prêter de l'argent en vous disant ouais, vous êtes dans le rouge, mais c'est génial. OK, on est bien d'accord. Si vous cherchez à emprunter à une banque, c'est au moment où vous allez le mieux que vous allez les voir pour emprunter. C'est exactement ce qui se passe. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que quand vous êtes... je recommence. Qu'est-ce que mon banquier veut regarder? Il va regarder votre capacité à rembourser. Et votre capacité à rembourser, c'est quoi? C'est votre cash flow, d'accord, votre projection de trésorerie, mais c'est aussi vos fonds propres. Parce que vos fonds propres, c'est votre richesse comptable. Et donc, vos fonds propres, ils sont calculés comment? Là, je suis désolé, on va faire de la comptabilité pendant 2-3 minutes, mais vos fonds propres, c'est quoi? C'est votre capital social, c'est votre prime d'émission, donc globalement vos fonds levés, c'est les réserves, si réserve il y a, et ce sont ensuite vos profits ou vos pertes que vous avez reportées d'une année sur l'autre, plus les profits ou les pertes de l'année. Quand on crée sa boîte, la plupart du temps, on fait rarement du profit tout de suite. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va se retrouver avec des fonds propres, un capital de base initial, et puis petit à petit, on va cramer ce capital pour arriver à des fonds propres potentiellement négatifs. Quand on a des fonds propres négatifs, on est supposé être en difficulté. Et donc, quand on est en difficulté, le banquier ne va pas vous prêter d'argent. Donc, comment je fais dans ces cas-là? Soit je réussis à faire des profits, et dans ces cas-là, j'ai réglé mon problème. Mais si j'y arrive pas parce que je suis dans des process d'innovation, que ça demande de l'argent ou que j'ai des campagnes marketing costauds et que c'est compliqué à gérer, eh bien, il va falloir que je fasse venir des investisseurs qui renflouent déjà financièrement l'entreprise, mais surtout qui consolident mes fonds propres. Comptablement, en fait, ces effets de levée de fonds vont se retrouver en haut à côté du capital, dans le bilan, au passif, en haut. C'est ce qui est de plus, je dirais, solide dans l'entreprise. Et donc, ces éléments de financement vont permettre aux banquiers de me prêter. Donc, finalement, il y a un double effet. Il va y avoir un effet financement. Mon investisseur arrive, il me finance, c'est top. Mais en plus, non seulement il me permet de me financer, mais en plus, il me permet d'aller emprunter. Voilà, ça va être un effet de levier, comme on appelle ça. Voilà, c'est très important de bien comprendre cette notion. D'ailleurs, juste petit détail français, quand vous êtes sur une levée de fonds, donc vous créez des actions, donc vous augmentez votre capital. Quand on augmente son capital, on crée un compte d'augmentation de capital auprès de sa banque. C'est-à-dire que vous allez appeler votre banquier et lui dire « Bon voilà, je suis en process de levée de fonds, j'ai besoin d'ouvrir un compte d'augmentation de capital. » C'est un process normal de levée. Dites-vous une chose, c'est qu'à partir du moment où vous appelez votre banquier pour lui dire ça, vous allez voir une chose, c'est que votre banquier va être beaucoup plus ouvert à discuter avec vous. Et si ça se trouve, il va même vous rappeler le lendemain en vous proposant de nouveaux produits intéressants pour vous. Donc voilà, c'est humain, hein, c'est comme ça, mais il faut le savoir. C'est très intéressant pour un banquier de voir que vous levez des fonds parce que vous êtes solide, il peut vous proposer des nouveaux produits et donc ça rentre dans ses objectifs perso, etc., etc., etc. Voilà. Il n'y a rien contre les banquiers, c'est juste de l'expérience, de la réalité et ce qu'on peut constater de manière extrêmement régulière, voire quotidienne. Donc,
Pareil d'ailleurs, je reprends la notion de mix. Avec BPI, ça va être pareil. Avec BPI France, si je montre à BPI France que j'ai les moyens de financer mon projet parce que j'ai levé de l'argent, à BPI, à partir du moment où vous répondez aux critères d'innovation nécessaires ou aux appels à projets, BPI va regarder votre dossier de manière ouverte. Alors que il peut éventuellement vous fermer les portes parce qu'il ne voit pas que vous avez les moyens de subvenir à tel ou tel besoin de financement complémentaire. Ils ne peuvent pas financer plus de 50% de votre projet. Ça veut dire que vous devez être capable de financer les 50% autres. Et donc, il faut vraiment montrer patte blanche. Vous avez une question? Qui ont déjà? Non. À zéro? Non. BPI intervient pour des sociétés. Alors, BPI intervient pour des sociétés qui répondent à pas mal des critères. Ils ont beaucoup de produits, en fait. Franchement, aller sur le site de BPI, c'est énorme en termes d'offres. Parce que depuis 2-3 ans, ça s'est encore plus développé. Et en particulier, il y a des aides vraiment pour des sociétés qui n'ont pas de chiffre d'affaires. Il y a même une aide qui a été lancée cette année, je crois, qui est une toute petite subvention pour vous aider vraiment à tester de manière très ponctuelle une innovation, même si vous n'avez pas fait grand-chose en termes de chiffres. Mais sinon, pour une subvention à 30 000 €, par exemple, qui est une subvention qu'on voit beaucoup au début des projets, il faut juste montrer que vous avez les moyens, déjà montrer que vous êtes innovant, que vous ne faites pas n'importe quoi avec l'argent, que vous ne prévoyez pas de faire n'importe quoi, que vous avez la capacité à financer ces autres 30 000. Petit aparté sur BPI aussi, respectez vos engagements sur BPI. Quand vous dites « je vais financer un projet d'innovation de telle manière », vous devez rendre des comptes de toute manière à la fin. Donc, il vaut mieux faire ce que vous avez dit. Il y a très longtemps, une des premières aides BPI que j'ai pu voir, j'accompagnais à l'époque quelques boîtes là-dessus, c'était une subvention à 30 000 € et l'entrepreneur, il avait tout un projet d'innovation très très clair, sauf qu'avec les 30 000, enfin on touche 80 et puis il y a 80%, il y a 20% qui arrivent après. Avec les 20 et quelques mille qu'il avait reçus, il avait acheté une Smart. Et dessus, il avait mis son logo. Donc, il était très cher. Je me souviens très bien, on s'était croisés. Il m'avait dit, viens voir ce que j'ai fait avec l'argent des pays. Bon, je peux vous dire une chose, c'est que ça s'est très mal passé pour lui, parce qu'il a fallu qu'il rende des comptes, qu'il n'était évidemment pas foutu de rendre le moindre compte vu ce qu'il avait fait, qu'il a fallu qu'il rende une partie de sa subvention. Et bon, voilà, la boîte, de toute façon, elle n'a pas tenu le coup, mais tout ça pour vous dire, BPI, ils sont pas là pour financer n'importe quoi, et quand ils financent un projet, ils le suivent. Donc, il faut éviter de raconter trop de bêtises. Ouais. Si on demande par exemple 100 000 € dans BPI, on va demander à ce qu'on réinvestisse même 100 000 €. Ouais. La plupart du temps, quand vous êtes sur un projet et que vous demandez à 100 000 à BPI de vous financer à hauteur de 100 000 €, ça veut dire que vous êtes sur un projet normalement autour des 200 000. Et donc, vous êtes supposé, en effet, être capable de financer les 100 000 complémentaires. Oui, exactement. Mais il faut montrer quand même patte blanche, il faut que ce soit crédible. C'est-à-dire que si vous avez des investisseurs, il faut qu'ils le voient. Si vous avez un prêt d'honneur ou quelque chose qui arrive, il faut qu'il y ait un peu de traces ou de début de preuve, en tout cas. Oui. Ouais. Oui. J'avais demandé 30 000 et on a dit il faut que la banque accepte aussi et il faut que l'embauche aussi. Alors, l'embauche, ça, je ne sais pas. Et comme moi, ça évolue peut-être. Ok, d'accord, vas-y. Ouais, ok. Ok. Donc, alors, ce qui est demandé, c'est qu'a priori, on concentre nos questions. A priori, ça va être plus simple. Merci, madame, pour que les gens qui sont en ligne. Donc, juste quand on pose une question, je donne on fait des questions. On risque de perdre aussi peut-être un peu l'audience. Donc, faut en effet, tu as raison. Mais bon, en tout cas, voilà.
les prêts d'honneur, pour parler d'eux, en effet, c'est soumis à condition. On peut être labellisé, mais pas avoir son prêt d'honneur. Labellisé, ça va vous permettre d'obtenir votre prêt bancaire parce que ça veut dire que vous êtes contre-garanti par BPI. Mais par contre, tant que vous n'avez pas obtenu ce prêt, en effet, vous n'aurez pas le prêt d'honneur. Alors l'histoire, enfin, par rapport au recrutement, je ne sais pas, mais c'est peut-être maintenant une nouvelle condition qui arrive, c'est possible. Hein. Ils ont tellement de demandes que on peut comprendre que voilà, il y ait besoin de clarifier, enfin, de mettre de nouvelles conditions. Ok, donc on est d'accord, vous avez bien vu le truc, sans dilution, avec dilution ou un mix, et probablement direction le mix parce que c'est ce qui va se passer. J'aime bien comparer le. Vous avez vu la belle photo? Ça, c'est mon œuvre. J'aime bien comparer l'arrivée d'un investisseur avec le mariage. J'ai deux images que j'aime bien utiliser. J'ai l'image du mariage. On va revenir dessus. J'en ai une autre qui est un peu moins glamour, mais qui est quand même qui marque un peu plus. Alors, elle plaît pas à beaucoup d'investisseurs, mais j'aime bien l'idée. L'idée, c'est de se dire, voilà, imaginez, vous êtes là ou sur Zoom, chez vous, sur votre canapé, et vous êtes chez vous. Et puis, vous avez invité des gens à prendre l'apéritif chez vous. Je suis focus apéritif ce soir, hein, vous avez remarqué. Donc, vous avez prévu enfin, vous les avez invités, ils arrivent, ils s'installent sur votre canapé. L'apéritif se passe bien, tout ça. Et puis, le temps passe, et puis il reste. Et puis, il est 11h du soir, minuit, 1h du matin, 2h, 3h, 5h, 7h, 9h du matin le lendemain, ils sont toujours là. Et 2 jours après, ils n'ont pas bougé. Et 3 mois après, ils sont toujours là. Ils restent sur votre canapé. Ça s'appelle un investisseur. Alors, il faut... c'est un peu imagé et un peu exagéré, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où... je vais continuer le parallèle. L'investisseur, il est sur votre canapé. Il peut choisir le menu des jours à venir. Il peut même aller jusqu'à choisir le programme télé s'il veut. Et pire, un jour, peut-être vous dire, bon, écoute, c'est sympa, mais et on est bien sur ton canapé, on est bien dans ton appart et il serait temps que tu t'en ailles. Et donc, voilà, lui, il reste et vous partez. Image exagérée, mais à toujours garder en tête. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez faire venir des actionnaires, de nouveaux actionnaires chez vous, il y a de grandes chances pour que vous ayez de grandes difficultés, voire que ce soit quasiment impossible, de les faire sortir. Donc, quand je fais venir des actionnaires à mon capital, je dois intégrer le fait que ça va être difficile de les faire partir. Et probablement, ils partiront si eux-mêmes le décident. Et le jour où ils le décideront. Ils partiront d'une manière ou d'une autre en revendant leur part, et ils revendront leur part à qui ils le souhaiteront la plupart du temps. Je ne pourrais pas forcément décider même à qui... Il y a des clauses qui me permettent de décider un peu, mais quand même, ils ont cette possibilité-là. D'accord? Donc, l'investisseur, avant de le faire entrer, il vaut mieux que je le connaisse un peu. Il vaut mieux que je m'assure quand même qu'on est un peu aligné en termes de vision. Ou alors, même si on n'est pas aligné en termes de vision, que je comprenne la sienne et que je vois si elle me convient quand même. Parce que parfois, on n'est pas non plus aligné en vision, mais globalement, on va vers la même chose. Si je fais venir des fonds d'investissement chez moi qui sont dans l'optique de revendre la boîte dans 5 ans et que moi-même, j'ai envie de revendre la boîte dans 5 ans, ça me va très bien qui viennent. On est complètement alignés. Maintenant, si j'ai envie de faire de mon entreprise une boîte qui dure 50 ans avec moi à la tête et que je fais venir des fonds d'investissement, en capital risque en particulier, là, il y a quand même des chances pour que on ne soit pas exactement aligné sur les mêmes planètes. Le fonds d'investissement, lui, il a une durée de vie, il a un timing bien précis. Moi, si je lui parle d'une durée de vie de 50 ans, il va me dire, c'est pas pour moi. Il va pas venir, hein. Dans ces cas-là, il va pas venir. Mais il faut bien avoir ça en tête. Hein. Il faut quand même qu'on soit aligné avec nos investisseurs. Et donc, sur le canapé, c'est pas mal comme image. L'image plus sympa, c'est quand même le mariage.
mais parce que il y a beaucoup de points communs en fait avec un mariage. Il va y avoir toute une partie de rencontres, d'accord? Un espèce de jeu de séduction où on se découvre, on apprend à se connaître. Voilà, je te présente mon BP. On se dit, on va avancer ensemble. On signe un premier document d'engagement, je dirais. C'est des quasi-fiançailles. Là, on ouvre ces tiroirs. Ça s'appelle la due diligence, hein, l'audit où nos auditeurs arrivent, ils foutent tout chez vous. Donc là, vraiment, j'ouvre mes tiroirs, je me mets à nu, comme on dit, mais au sens propre et au sens figuré. Et ensuite, on décide ou pas de se marier. La grande différence avec le mariage, comme je disais par rapport au fond, c'est que on sait qu'on va se quitter. C'est-à-dire qu'on part du principe que de toutes les manières, il y aura des départs. Et donc, on va anticiper tout ça de manière très concrète, très précise dans les papiers qu'on va signer. Voilà, c'est la très très grande différence. Il y en a d'autres, hein, on ne se marie pas 5 fois avec la même personne quand la personne réinvestit 5 fois chez vous, etc. Il y a quand même quelques autres différences. Ceci étant dit, voilà, il y a beaucoup de similitudes, que ce soit dans la logique du jeu de séduction jusqu'à vraiment la signature d'un quasi-mariage entre vous et vos investisseurs. Donc voilà, j'aime bien l'image, je trouve qu'elle fonctionne plutôt pas mal. Ce dessin, vous l'avez peut-être déjà vu parce que il y en a plusieurs formes, il circule de manière diverse et variée, mais l'idée en fait, c'est de montrer en un graphe, d'essayer de résumer en un graphe les différents acteurs qui vont pouvoir investir chez vous. Quels sont en fait les différents types d'investisseurs qui vont venir potentiellement investir chez soi en fonction, je dirais, de l'avancée du projet. Donc, on va parler de Love Money, on va parler de Business Angel, on va parler de fonds d'investissement. Mais globalement, ce sont ces acteurs-là hein, qui vont être les acteurs clés potentiellement en termes d'investisseurs chez vous. Comme je vous dis, il faut y aller par étapes. C'est-à-dire que la plupart du temps, on va en effet commencer par la Love Money. La Love Money, c'est quoi? C'est simple, c'est comme son nom l'indique, hein, c'est l'argent de l'amour. Alors l'argent de l'amour, c'est, en gros, vous imaginez bien, ce sont des gens qui vous connaissent un peu, qui vous aiment bien, souvent qui comprennent que dalle à votre projet, c'est très clair, il y en a beaucoup qui comprennent rien à votre projet, mais qui savent que vous êtes des gens bien, qu'on peut vous faire confiance, que globalement, soit ils vous connaissent directement et ils savent que vous êtes des gens bien, soit on leur a parlé de vous en bien, et donc ils y vont en confiance. Et votre job, il va être vraiment de leur montrer qu'ils ont eu raison de vous faire confiance. Il y a un truc qui est très important, c'est la petite courbe en pointillé, je ne sais pas si on peut le voir là, mais la petite courbe en pointillé, qui est pour moi le niveau de risque de perte de son investissement. C'est-à-dire que les gens qui vont investir en Love Money, c'est pour moi ceux qui ont le plus de chances de ne jamais retrouver leur investissement. D'accord? Par contre, s'ils le retrouvent, ils gagneront de l'argent, c'est clair. Ils ont investi dès le départ chez vous. Si votre boîte, dans 10 ans, vaut 10 milliards, ouais, leur pouillème de pourcent, il vaudra très cher. Donc, ils auront très, très bien fait de vous aimer autant que ça. Et ils vous aimeront encore plus, peut-être. Mais à la base, on sait très bien qu'il y a beaucoup de boîtes qui ne tiennent pas les 3 premières années. Au bout des 3 premières années, je ne sais plus, les taux de perte, ils sont quand même très significatifs. Et donc, ceux qui vont investir au départ, c'est ceux qui vont prendre le plus de risques par rapport à l'argent qu'ils vont investir. Maintenant, c'est aussi ceux qui vont investir le moins. D'accord? En Love Money, rares sont les gens qui vont mettre 1 million d'euros pour vous. Hein. C'est plutôt des tickets qui vont varier entre 1 000, 2 000, 5 000, parfois 10 000, mais c'est rarement plus d'argent que ça. Donc, c'est beaucoup de petites enveloppes, mais c'est un petit peu comme la logique des tontines. Hein. C'est vraiment de l'argent qui va arriver de la part de personnes proches pour vous aider
à faire avancer votre projet. Donc, on est au tout début. On a plusieurs typologies d'investisseurs en love money. En fait, on les résume en 3F ou 3C. Les 3F, c'est en anglais, Families, Friends and Fools. Et en français, c'est les 3C, c'est les copains, les cousins et les crétins. Alors, les copains et les cousins, je pense que vous voyez à peu près de qui je parle. Hein, c'est votre premier cercle ou votre second cercle. Globalement, des gens qui vous connaissent très bien ou des gens qui connaissent des gens qui vous connaissent très bien. Voilà. Donc, ces gens-là, ils vous font confiance. On va en reparler dans 2 secondes parce qu'il y a quand même des choses qu'il faut apprendre avec eux. Mais c'est globalement des gens qui vous veulent du bien, qui vous connaissent. Le 3e C, c'est le plus dangereux. C'est un C dangereux. C'est qu'un crétin qui investit chez vous, ça vous projette tout de suite sur votre canapé. Vous allez avoir à votre capital un profil qui a investi chez vous, que vous ne connaissez pas forcément bien. Le 3e C, vous ne le connaissez pas forcément bien, voire vous ne le connaissez pas. Mais il a investi chez vous parce qu'il y a eu une opportunité, parce qu'il veut défiscaliser. Souvent, c'est le sujet. Il paye de l'impôt sur l'immobilier, l'ancienne ISF, et il veut défiscaliser. Donc, autant défiscaliser 50 000 balles en mettant 50 000 balles chez vous. Et il préfère ça. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ce gars ou cette nana? C'est simple. Il vous fait un chèque. Il vous connaît pas trop. Et il n'est pas très actif. Jusqu'au moment où ça va commencer à aller moins bien dans la boîte, ce qui est tout à fait possible, ce sont des choses qui arrivent. Et c'est là où l'investisseur, il est là aussi pour vous aider. Et il va vous demander des comptes, voire, j'en ai vu, qui demandaient même à être remboursés. Alors, il faut bien rappeler les choses aux investisseurs, c'est que quand ils investissent dans une boîte, ils ont des actions, ils ne prêtent pas de l'argent à la boîte. Ce n'est pas la même chose. Donc, ils sont actionnaires. Et donc, on ne rembourse pas des actions. Ce n'est pas des prêts. Hein. Des actions, c'est des actifs de l'investisseur. Donc, ce ne sont pas des prêts, on ne rembourse pas les actions. Mais le 3e C, je l'ai vu, demander des remboursements d'actions. Alors évidemment, ce n'était pas possible, mais voilà, ça crée forcément ensuite des situations conflictuelles. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve dans des situations où on va avoir un actionnaire qui va nous poser des problèmes. Il va toujours être là à nous emmerder en gros. Hein. Dès qu'il va pouvoir, il va le faire. Et comment il va pouvoir? Simplement, il suffit que vos statuts soient pas parfaits, qu'il y ait 2-3 bricoles au niveau des statuts qui fassent que j'ai besoin, je vous donne un truc très bête, hein, mais imaginons que j'ai besoin de l'unanimité, d'une décision unanime des actionnaires pour lever des fonds pour la prochaine étape. J'ai besoin de la décision unanime, tous les actionnaires. Et là, j'ai le 3e C qui me dit non, hein. Moi je veux qu'on me rembourse mes 50 000, je m'en fous moi de votre levée. Et vous faites quoi? Et là, vous êtes dans la mouise. Et donc ça veut dire que vous avez mal travaillé votre pacte d'actionnaires dès le départ. Donc ça veut dire aussi consulter des bons avocats très vite. Une boîte, c'est pas beaucoup d'investissement un bon avocat en droit des sociétés, mais c'est essentiel. Pour moi, c'est vraiment clé. Les levées de fonds, elles se font avec des avocats avant de se faire avec des leveurs de fonds. Voilà. C'est eux qui sont vraiment les personnes les plus importantes, à mon goût. Hein. Maintenant, on pourra dire que on peut ne pas être d'accord avec moi, mais je pense que c'est quand même plutôt crucial. Donc, le 3e C, vous identifiez. Ouais. Le crétin, même dans une boîte qui marche, c'est très très lourd. C'est une plaie. C'est une plaie et s'en débarrasser, c'est un vrai problème. Et des crétins, on peut en avoir de tous les styles. C'est-à-dire que là, je vous donnais l'exemple de la love money parce que c'est le sujet love money. Mais le crétin, c'est aussi le conseil que vous avez pris à un moment qui était très sympa, à qui vous avez donné 2% du capital et qui tout à coup décide de vous ennuyer, vous savez même pas pourquoi. Et il y en a beaucoup, hein, des comme ça. Et il y en a d'autres. Et ça, faites attention à ce type d'histoire, parce que ces 2% au départ, vous dites ça me coûte rien, je m'en fous, la boîte elle vaut que dalle. Mais le jour où votre boîte elle vaut plus cher, ils valent beaucoup d'argent, ils peuvent valoir beaucoup d'argent ces 2%. Et puis en plus, si la personne vous bloque sur des sujets, c'est un vrai problème et le rachat de ces 2% vous coûtera très très cher.
Donc, méfiez-vous de ça. Donc, ça, c'est mes 3 C. Donc, la love money, un autre sujet important à bien identifier sur la love money pour moi, c'est l'apprentissage. C'est-à-dire qu'en love money, c'est top parce que vous avez, comme je vous dis, des gens qui vous aiment bien. Donc, ce sont des gens qui sont bienveillants et qui vont pas vous en vouloir si vous faites des bêtises. Ils vous connaissent. Bon, je vous donne un exemple assez concret, assez précis, que je pense que certains d'entre vous ont peut-être connu. On est début juillet, on discute, et tout à coup on se dit, il y avait une assemblée générale. Ah bah oui, il y avait une assemblée générale le 31/12. Ah mais c'est le 30 juin. Ah bah oui, on l'a pas fait l'assemblée générale. On est entre nous, on est entre actionnaires, entre fondateurs. Allez hop, je te signe le papier, on fait ça en 2 secondes. Hop, c'est bon, c'est bouclé. Ok. Bon, ça c'est bon entre fondateurs, pourquoi pas, hein, mais personne ne vous en voudra jamais de faire ça. Mais le jour où vous avez des actionnaires chez vous, vous leur devez un minimum d'informations. Et cette information, elle se transmet via un moment officiel qui s'appelle votre assemblée générale ordinaire, qui a lieu au moins 1 fois par an, où vous présentez vos comptes et on les valide. Et donc, elle doit se tenir, cette assemblée. Elle se tient éventuellement sur papier si besoin, mais elle doit se tenir la plupart du temps. En plus, si vous avez de la love money, il vaut mieux quand même que tout le monde soit un petit peu, profite un peu et comprenne où est-ce que vous en êtes, etc. Et donc, si vous êtes début juillet, mi-juillet ou en décembre, parfois, et vous dites on a oublié de faire l'assemblée générale, il vaut mieux que ce soit les acteurs de la love money, vos investisseurs qui vous aiment bien, à qui que vous allez voir en disant désolé, on a fait une connerie, on devait faire l'assemblée générale, on a oublié. Voilà. La plupart du temps, ils vous taperont gentiment sur les doigts en disant refais pas, mais au moins voilà, ça ira pas plus loin. Si c'est avec un fonds d'investissement ou des business angels, ce sera une autre histoire. Donc il vaut mieux apprendre, structurer, mettre en place les choses, apprendre à gérer la relation avec l'investisseur, quel qu'il soit. Ça se fait dès le départ. Et donc la love money, elle sert aussi à ça. Pour moi, c'est un peu une école d'apprentissage des prochaines levées. Autre chose qui est intéressante, c'est vos investisseurs en love money, ils connaissent pas forcément l'investissement. Ils savent pas. Il y en a qui peuvent défiscaliser, ils ne le savent même pas. Il y a plein de choses comme ça. Ils ne maîtrisent pas ces sujets-là. Ouais. Défiscaliser la totalité du station d'investissement ou une partie de la station? Ils vont défiscaliser une partie du montant investi. Si tu donnes 100 000, tu ne vas pas défiscaliser 100 000. Non. Mais ils vont pouvoir défiscaliser une partie de leur investissement. D'accord? Donc, mais ça, ils ne le savent pas. Et donc, il faut les prendre par la main. En love money, on prend les gens par la main. On négocie pas une valorisation. On leur dit, le ticket, c'est tant. Voilà, tu mets 5 000 € dans la boîte, tu auras 1% de l'entreprise, par exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as investi ça dès l'année prochaine, tu vas pouvoir éventuellement défiscaliser à hauteur de temps. Attention, si on vend dans 5 ans, ta plus-value, elle sera fiscalisée de telle manière, etc. Il faut les prendre par la main, leur faire un petit papier assez clair, précis, qui leur explique comment ça marche, et en gros, où ils ont une feuille à signer en disant « Ok, je souscris », et un autre document à signer qui est un virement. Voilà, c'est ça le truc. Il faut les prendre par la main du début jusqu'à la fin pour les aider à investir chez vous de manière ultra simple. Les meilleures levées en love money que j'ai pu voir, c'était des toutes petites levées. Pas toutes, il y en a qui ont été jusqu'à 150 000 € en love money, c'est beaucoup, mais c'était des levées qui étaient extrêmement structurées. C'est-à-dire qu'on prenait vraiment les gens par la main. Et c'est comme ça que ça marchait. C'était clair, transparent, précis. Les gens, ils savaient ce qu'ils mettaient, ils savaient ce qu'ils allaient avoir. Et c'était très simple. Et le process était simple. Donc voilà, c'est aussi ça la love money. Hein. C'est vraiment une manière pour vous d'apprendre. La love money, ça sert aussi, et c'est pour ça que j'insiste un petit peu lourdement peut-être sur la love money, mais c'est important. Quand je vous parlais de cette fameuse aide BPI au départ de lancement de la boîte, les 30 000 €, vous ne les avez pas forcément. Sauf que si jamais vous faites venir un peu de love money, ça va peut-être vous aider justement à aller choper ces 30 000 €. Et c'est là où on voit les effets de levier. C'est-à-dire que, imaginez que vous arriviez à lever, scénario possible, vous mettez 15 000 € dans votre boîte au départ. D'accord? C'est une somme déjà pour lancer sa boîte. Vous mettez 15 000 € dans votre entreprise. Vous levez un peu plus tard dans le temps
15 000 autres euros avec vos investisseurs en Love Money. D'accord? Bon, ben vous avez vos 30 000. Vous avez vos 30 000, vous êtes très innovant. Vous allez voir BPI, BPI vous confirme. BPI vous subventionne à hauteur de 30 000. Vous avez vos 30 000 de base, donc 15 000 qui ont été investis par le Love Money, 30 000 de subventions à venir. Vous allez voir votre banquier. Vous leur dites, voilà, j'ai 30 000 euros de fonds propres, j'ai une subvention qui tombe, donc pas de remboursement à venir, c'est une subvention. Si je dépense bien mon argent, je n'aurai pas à rembourser. Moi, je viens te voir banquier pour te demander éventuellement de me faire une petite aide complémentaire. C'est très possible qu'il la fasse. Et là, tout à coup, vos 15 000 qui sont devenus 45 000, ils peuvent devenir éventuellement 45 plus 15, 20, 30. D'accord? Et donc, de 15 000 euros de départ, je vais peut-être récupérer 60 000. Alors, ça ne va pas se faire comme ça. Ça va être des dossiers à monter, ça va être un peu de temps, etc. Mais c'est du temps bien dépensé. Parce que ça va vous permettre, comme ça, de passer cette étape qu'on appelle l'étape du POC. D'accord? Où on ne fait pas de chiffre d'affaires, où c'est pas facile, on est dans une phase un peu complexe, où les financements sont difficiles à obtenir, et là tout à coup, les choses vont pouvoir s'activer de manière beaucoup plus souple et fluide pour vous. Donc la Love Money, elle est très utile. Moi, je suis un fan de Love Money, comme vous pouvez peut-être le sentir. Donc la Love Money, c'est bon pour vous? Alors je peux, s'il y a des questions sur la Love Money, là, je veux bien les prendre maintenant. Pas de... Ok. Les business angels maintenant. Alors les business angels, c'est un autre monde qui est très très utile aussi et qui arrive souvent après. Il y a souvent des connexions entre le business angel et la Love Money. Vous pouvez avoir autour de vous des business angels et qui vont peut-être très vite vous dire, viens, je t'amène dans tel réseau, je te présente un tel, et donc finalement, ça va être un mix entre de la Love Money et du business angel. Mais ce sera quand même un petit peu une notion de Love Money parce que ce sont des gens qui vous aiment bien. Mais le business angel, à la base, il ne vous connaît pas forcément. La plupart du temps, il ne vous connaît même pas. On peut les résumer en plusieurs catégories, je dirais, de BA. Il y a les BA qui sont des personnalités connues. Vous avez tous entendu parler de Xavier Niel. C'est un des plus gros BA français aujourd'hui. Mais Xavier Niel, par exemple, il n'intervient que très, très rarement directement dans une entreprise. Il a fait au départ, il le fait très rarement depuis pas mal d'années. Pourquoi? Parce qu'il a tellement de sollicitations et il voulait investir dans tellement de structures qu'il a monté sa propre structure d'investissement qui s'appelle Kima Venture. Kima Venture, c'est le fonds de Xavier Niel où il investit dans 1000 boîtes à peu près, ou je ne sais pas exactement, mais beaucoup d'entreprises. Kima Venture, K-I-M-A Venture. Et donc voilà, ça c'est évidemment un exemple assez gros, mais il y a pas mal comme ça d'entrepreneurs qui ont réussi et qui, à force d'être sollicités, finalement, ont choisi de créer leur propre, ou soit d'investir dans des fonds d'investissement, soit de créer leur propre fonds à eux. Donc la plupart du temps, vous allez voir ces gens-là, vous discutez avec eux, ils peuvent être très sympas et ça peut être une très bonne approche, mais ils vont très souvent vous dire adressez-vous à telle personne de mon fonds, et donc là vous rentrez dans une démarche de discussion avec un fonds d'investissement. Donc ces BA-là, je dirais qu'ils sont pas du tout intouchables. Vous pouvez vraiment c'est des gens que vous pouvez croiser, mais c'est pas forcément des business angels en tant que tels. Je vous dis, ils vont plutôt être dans une logique de fonds d'investissement. Ce qu'on va trouver le plus fréquemment, ça va être des business angels issus de clubs de business angels. La plupart des clubs de business angels sont sous l'égide d'une structure qui s'appelle France Angel, qui est en fait une association, et tous les clubs sont des associations. Ceux qui sont sous l'égide de France Angel, ils répondent à une charte déontologique assez précise et plutôt carrée, qui permet bien de s'assurer qu'il n'y a pas de frais pris de manière inconsidérée, voilà, qu'il y a une transparence plutôt saine dans les packs d'actionnaires. Enfin, il y a vraiment un aspect déontologique qui est très fort au sein de France Angel. Pour avoir été acteur de plusieurs clubs de business angel, je peux vous dire que c'est même plutôt surveillé et c'est sérieux. Donc ça c'est quand même bon à savoir. L'autre intérêt de France Angel, c'est qu'il y a 85, je crois, ou 86 clubs.
des clubs d'école, hein, les anciens de l'INSEAD, de Harvard, de Dauphine, de machin, de trucs, HEC et compagnie, ils ont tous leurs clubs. Des anciens, des régions. Vous avez Centre Val-de-Loire, vous avez Bretagne, vous avez le Sud, vous avez plein comme ça de clubs de business angel de régions. Vous avez des thématiques. Vous allez avoir des clubs de BA autour de la santé, autour de la robotique. Enfin voilà, vous allez avoir comme ça plein de typologies de clubs. Et l'intérêt, c'est que ces clubs communiquent entre eux. C'est-à-dire que la plupart du temps, vous déposez votre dossier sur un réseau qui s'appelle Gust. Et si votre dossier plaît à un réseau de BA, il pourra le partager très facilement avec un autre réseau. Parce que c'est sur la même plateforme que les notes prises par un club seront consultables par l'autre. Et donc, ça va permettre à tout le monde de pouvoir échanger très ouvertement sur un projet. Ouais. Le dossier, c'est un pitch deck. Ouais. En fait, le dossier, c'est plutôt un business plan, un pitch deck un peu développé. Le pitch deck en lui-même, il sera utilisé dans le cadre du process. C'est-à-dire que la plupart du temps, on a une phase de présélection du dossier où il y a un entretien, il y a une discussion autour du business plan, etc. Un premier filtrage, surtout pour s'assurer que les projets sont intéressants et que c'est pas farfelu, que ça tient la route, que c'est présentable. Après, il y a souvent, ça dépend un peu, ça varie un peu selon les clubs, mais c'est souvent comme ça. Il y a une présentation auprès des business angels du club qui vont présélectionner. Donc, il y a une première présélection, une seconde qui dit sur les 8 projets qu'on a vus ce soir, il y en a 5 qui nous intéressent. Et sur les 5 qui intéressent, il y a un vrai travail de discussion à ce moment-là. Et donc, c'est là où il y aura eu le pitch deck qui aura été utilisé pour présenter à l'oral le projet pendant 5-10 minutes avec questions-réponses, etc. Et puis après, on va dans le dur. C'est-à-dire que là, on va dans le business plan, on apprend à se connaître, voilà, un peu le même process que tout à l'heure. Et c'est un process qui peut durer quand même plusieurs semaines. Hein. Il faut savoir que les clubs de BA sont très sollicités. Et ils sont tellement sollicités qu'il y a peu d'élus aussi. Hein. Les taux d'investissement sur les réseaux de business angel, hein, c'est autour des 9-10% maximum. Ça, c'était plutôt l'année dernière. Aujourd'hui, je ne saurais pas dire. Mais c'est au maximum ça. Donc ça veut dire que moi j'aime bien présenter les choses différemment. Sur 10 dossiers présentés, il y en a 9 qui ne sont pas pris, quoi. Il n'y aura pas d'investissement. Donc il y a un vrai filtrage, il y a un vrai travail d'audit, de revue, de discussion, de négociation. C'est pas parce que vous avez passé toutes ces étapes qu'ils vont investir chez vous. Vous pouvez avoir passé toutes ces étapes et finalement pas vous mettre d'accord sur une valo, sur plein de choses. Et donc, ces discussions-là, elles sont clés. Elles vont arriver avec un club de business angel, mais il faut bien voir aussi une chose, c'est que les business angels dont je vous parle ici, c'est pas Xavier Niel. Ils n'ont pas des millions à dépenser, à investir tous les ans dans les startups. Ils ont la plupart du temps une somme budgétée assez définie, qui est autour, moi ce que je constate, hein, c'est en moyenne entre 15 et 20 000 euros. Ce qui est déjà pas mal, hein, mais vous avez 15 ou 20 000 euros à investir en tant que business angel par an, vous n'allez pas investir dans 50 projets. Vous allez identifier 1, 2, 3 projets peut-être, mais pas plus. Donc, ça va limiter. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que les tickets de business angel, ils sont plus élevés que pour la Love Money, mais ils peuvent être relativement faibles. 5 000, 10 000, 20 000, parfois plus, mais il ne faut pas s'attendre toujours à des sommes folles. Et donc, quand je vais voir mon business angel, mes réseaux de BA, que je suis en train de monter mon business, donc j'ai du chiffre d'affaires, je commence à tourner, etc., mais j'ai quand même besoin de 500 000 euros, 500 000 euros avec des tickets à 10 000, ça vous fait 50 investisseurs. Donc, les 50 investisseurs, je ne vais pas les avoir avec un réseau de BA qui a peut-être 50 membres au mieux. Je vais les avoir avec 2, 3, 4 réseaux de business angel. Ce qui allonge le temps, évidemment, d'obtention de ces fonds, parce qu'à chaque fois, il faut que je repitch, que je présente mon truc, etc. Le fait que je sois sponsorisé par un premier club facilite bien sûr les choses, mais quand même, c'est du temps que je vais passer. Et puis aussi, après, je vais devoir apprendre à travailler, à gérer avec 50 personnes sur mon canapé. Hein.
ça fait du monde, hein. Il faut un bon budget canapé quand même. Et c'est important de bien de le savoir parce que on parlait de SLP, évidemment on parle de SLP aujourd'hui. Lorsque on a lancé la première session de SLP en France en 2012, on avait un entrepreneur qui venait de lever auprès de 70 business angels. Et il intervient d'ailleurs dans le cadre du programme de temps à autre, et je le remercie parce qu'il témoigne de ça et de comment on gère 70 investisseurs. Et comment on fait après quand finalement on a un gros investisseur qui arrive et qui dit bon ben hop, on nettoie tout ça, ils s'en vont. Alors évidemment ils s'en vont pas sans rien, hein. Donc c'est plutôt le départ se passe plutôt pas mal dans ces cas-là, mais c'est quand même une opération dans l'opération. Donc gérer beaucoup d'investisseurs business angel, c'est sport, mais c'est souvent ce qui se passe. Alors il y a plein de manières de faire, hein. Le business angel, vous pouvez le gérer de manière très différente. C'est-à-dire que vous pouvez l'avoir tous regroupés dans une structure, histoire d'avoir un actionnariat un peu plus simple à gérer au sein de votre entreprise. Donc vous avez une boîte où il y a les 50 business angels qui ont à eux tous les parts qu'ils devraient avoir dans l'entreprise, mais ils sont un seul actionnaire. Donc là, c'est beaucoup plus facile à gérer que les avoir tous les uns après les autres, une liste comme ça. Moi, j'ai travaillé là il y a encore pas longtemps avec une entreprise où on avait 85 investisseurs, dont 70 business angels qui sont arrivés avec le temps, petit à petit comme ça. La boîte a été dans une situation assez délicate, il a fallu la revendre malheureusement, et on avait des investisseurs qui n'étaient pas d'accord sur les conditions de revente, etc. Mais ils pesaient rien, c'était rien du tout. Ils avaient mis 10 000 euros peut-être dans l'entreprise, ils avaient que dalle, une boîte qui valait quand même plusieurs millions, pas mal de millions, et ils n'étaient pas d'accord avec la valo, et ils bloquaient le process. Et vous faites quoi dans ces cas-là? Vous êtes obligé de les convaincre, voire de trouver des solutions pour que on puisse éventuellement les intéresser un peu différemment, ou voir. Il faut trouver des solutions pour éviter d'avoir à gérer trop de problématiques comme ça. Quand vous avez un seul actionnaire géré au sein d'une entreprise, c'est beaucoup plus simple. Donc, les business angels, c'est vraiment une manne d'investissement, hein, parce que là, ça peut amener beaucoup d'argent. Il y a quand même un point qui est important. Là, je parle d'argent, je parle beaucoup d'argent, mais il ne faut pas oublier une chose. Quand je parle des bons profils aussi, il faut se dire, mais qu'est-ce qu'un investisseur va m'apporter? D'accord? Ok, l'investisseur, il m'apporte du cash. Bon, super. C'est un peu pour ça que je lève mes fonds. Donc ça, c'est cool. Mais quitte à ce je lève de l'argent avec lui, quitte à ce qu'il vienne au sein de mon entreprise, il faudrait quand même qu'il puisse m'apporter autre chose aussi. Si vous avez le choix entre deux investisseurs, parfois, il faut regarder un petit peu ce que les gens... Alors, il y a la logique de vision, est-ce qu'on est un petit peu aligné en termes de vision, mais il y a aussi qu'est-ce qu'un investisseur peut m'apporter. Et un investisseur, il peut vous apporter beaucoup, beaucoup d'autres choses, en particulier au sein des business angels, du réseau. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des gens qui ont des réseaux de malades. Moi, j'ai le souvenir sur INSEAD Business Angel, des gars qui étaient sur des sujets de manga. Et un jour, il y a un des investisseurs qui était un ancien directeur général d'une grande boîte française au Japon. Et il était retraité et il avait investi dans l'entreprise. Et en fait, cette boîte-là avait beaucoup de mal à discuter des contrats avec les Japonais. Ils ne savaient pas faire. Et on leur fermait les portes. Du jour au lendemain, le gars leur a dit, je viens avec vous. On va à Tokyo et je vous explique comment ça se passe. Bon, voilà. Ils n'ont pas utilisé une partie de leur investissement. Ils sont allés à Tokyo avec lui. Il leur a présenté plein de gens parce qu'il avait un réseau de dingue. Et puis, il leur a appris à gérer comment négocier au Japon avec des Japonais sur des sujets très contractuels, très précis. En plus, sur le business du manga qui est en plus très particulier. Et ça s'est super bien passé. La boîte va très, très bien depuis. et c'est vraiment grâce à ce gars-là. Pas que grâce à ce gars-là, bien sûr, mais ce business angel a joué un rôle énorme. Et il y en a plein des histoires comme ça. C'est vraiment ces business angels-là, c'est des gens qui apportent leurs compétences et leur réseau. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment retirer des réseaux de BA. L'investisseur passif qui chipote parce que
il n'est pas d'accord sur une virgule dans votre pacte, ça, si vous pouvez l'éviter, évitez-le. Mais celui qui dit je ne peux pas mettre beaucoup d'argent, mais je peux vous présenter un tel, où j'ai été patron de tel groupe et je peux vous développer votre réseau, ou je peux vous aider à vous structurer. Il y a plein d'apports différents provenant d'un business angel. Donc, voyez-les comme ça aussi. C'est pas que de l'argent, c'est aussi beaucoup d'autres choses. Okay. Ouais. Ouais, en fait, on va pas avoir le choix. C'est que souvent, donc je ne sais pas si vous avez entendu sur Zoom, mais on demande si au niveau des business angels, il faut les associer au board. En fait, ils vont demander à faire partie du board. Évidemment, quand on a 50 BA, c'est impossible qu'ils soient tous là. Ce qu'on va probablement avoir, c'est au moins un représentant des gros réseaux de BA, voire 2 représentants au total. Mais il ne faut pas qu'il y ait plus de monde que ça, parce que sinon, ça a plus de sens. Un board, ça doit être quand même en petit comité, sinon ça devient n'importe quoi. Donc, mais oui, les business angels, c'est normal qu'ils demandent un petit peu à entrer au board. Pourquoi? Parce que le board, il sert à quoi? Le board, c'est l'instance qui va définir de la stratégie de l'entreprise, qui va s'assurer de son suivi de cette stratégie, et surtout qui va s'assurer que l'argent n'est pas dépensé n'importe comment. Si j'investis 1 million chez vous, j'aimerais bien m'assurer que vous n'avez pas acheté 25 Ferrari avec, sauf si vous êtes concessionnaire automobile, ça je veux bien. Mais sinon, je préférerais que vous déconniez pas trop avec mon pognon. Bah, c'est ça, en fait, l'idée. Hein. C'est, j'investis chez vous, je vais investir des sommes qui sont peut-être significatives en total. Je vais pas forcément avoir une grosse part de votre capital, mais je veux bien m'assurer quand même que vous ne faites pas n'importe quoi avec. Donc, il y a quand même ce niveau, cet aspect de contrôle de ce qu'on fait avec l'argent et cet aspect stratégique qui est quand même très, très clé aussi. Et là, pareil, au niveau du board, quand on peut, il faut choisir les membres de son board. En particulier, quand on a plusieurs business angels possibles, il faut essayer d'identifier les business angels qui vont vraiment apporter quelque chose au board. Et si jamais, et un board, il ne faut pas oublier une chose, c'est pas que des investisseurs. On peut faire venir à son board des gens qui sont totalement indépendants, qui apportent des compétences complémentaires que vous n'avez pas. Voilà. Il faudra juste un peu les rémunérer de temps en temps, mais c'est pas non plus des sommes folles et ça vaut le coup. Donc c'est vraiment important aussi de savoir ça. Hein. Le board, c'est pas juste les investisseurs qui viennent et qui décident. C'est un organe à part entière et qu'on fait vivre, qu'on anime, et qui va vraiment avoir un rôle très, très, très important pour la vie de l'entreprise. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur les... Je suis en train de regarder juste l'heure. J'ai combien de temps encore? Là, c'est 8h10. 8h10. Je vais juste parler des VC pendant 5 minutes, puis après, j'ouvrirai aux questions. Ça, c'est bon? Ouais. Une question ouais. board des comités stratégiques. C'est la même chose. Voilà. Il y a un côté anglo-saxon, snobinard, qui dit board. Voilà. Et en fait, quand on est dans une SAS, parce qu'en fait, vos structures doivent être des SAS ou des sociétés anonymes, une SAS, Société par action simplifiée, a un organe de gouvernance très léger. D'accord? Normalement, c'est le président ou la présidente, point barre. Et donne la possibilité de mettre en place d'autres organes, dont ce fameux comité qui va s'appeler comité stratégique. Il y a plein de noms divers et variés, board, enfin, on l'appelle comme on veut, on l'appelle comité de direction aussi parfois, ce qui est plus surprenant, mais ça arrive. Mais c'est la même chose en fait. C'est ce comité qui est là pour définir la stratégie et qui va intégrer fondateurs, principaux actionnaires, quelques indépendants, une équipe quand même relativement limitée, pas plus de 7 personnes la plupart du temps, et qui va avoir des droits de veto, qui va avoir des droits de décision importants. Enfin, c'est un organe clé. Mais c'est en effet le truc. Ah bah tout le monde peut avoir des droits. Ça dépend de comment la plupart du temps non, hein. Mais c'est plutôt les investisseurs qui vont demander des droits de veto. Un administrateur indépendant, il n'y verra même pas l'intérêt. Donc c'est clair que non. Mais par contre, ouais. C'est quelque chose qu'on intègre dans le statut et chaque personne est désignée avec un mandat bien précis. Oui, c'est ça. En fait, oui, les statuts en fait vont définir du fait qu'il y a un board, comité stratégique ou autre,
Et en fait, c'est dans ton pacte d'actionnaires que tout va se définir. Ça peut être comme un conseil d'administration pour une ASA. C'est l'équivalent d'un conseil d'administration, sauf que le conseil d'administration est obligatoire. Et le comité stratégique ne l'est pas. Ouais, exactement. On va terminer sur les fonds d'investissement. Donc, c'est la dernière étape. Là, donc, simplement pour revenir sur BPI, évidemment, là, on est sur des aides plus costauds, mais vous pouvez exactement refaire le même modèle que je vous ai expliqué avec la Love Money sur du financement BPI, bancaire, etc. C'est pareil. Vous avez levé 500 000 euros avec des business angels, vous allez voir la banque, elle va vous prêter de l'argent. Hein, et c'est à ce moment-là qu'il faut aller la voir. De la même manière, BPI a mis en place des outils qui sont particulièrement utiles quand vous levez de l'argent, qui sont des outils de complément, c'est-à-dire qu'ils peuvent abonder à de l'investissement. Vous avez du mal à choper vos 500 000 euros là, avec autant de business angels, mais vous arrivez à choper 300 000. Ben, c'est BPI, si jamais elle valide votre dossier, il y a encore évidemment un certain nombre de conditions, peut éventuellement abonder à cet investissement et elle-même devenir investisseur chez vous. D'accord? Donc, c'est là que je vous dis, allez sur BPI, il y a plein d'outils et ils sont vraiment à connaître. Il y a plein de choses à regarder. Il y a une question sur le chat. Ah oui? Oui, Oui. En fait, une question qui date d'il y a un moment, mais j'attendais le bon moment pour la placer. Je pense que là, c'est bon. Une question d'Alexandre qui demande les subventions BPI obtenues, parce que comme tu parles de la BPI, là, sont-elles placées en compte capital ou bien en compte courant de l'entreprise? Alors, j'ai répondu très brièvement que c'est ce qu'on appelle du quasi-fonds propres, mais je pense que ça serait utile que tu… En fait, oui, alors c'est pas du tout des comptes courants, Voilà. parce que les comptes courants, c'est les avances que font les actionnaires à l'entreprise, donc c'est pas du tout les comptes courants. Les subventions sont dans des comptes de classe 14, qui sont en effet ce qu'on va appeler les quasi-fonds propres. Exactement. Mais c'est pas des comptes courants d'associés du tout. Il faut pas confondre. Ça n'a rien à voir en fait. Le compte courant associé, c'est de l'argent qui vient des actionnaires. C'est pas de l'argent qui vient En fait, des je pense pays. que le fond de la question, c'est est-ce que c'est bloqué derrière ou pas? Et comme c'est un peu hybride, quasi fonds propres, voilà, c'est un statut un peu hybride. Et je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas comment ça marche. Ah ben, en fait, si tu veux la subvention, soit elle est acquise, soit elle est définitivement acquise et de toute façon, elle va rentrer dans ton compte de résultat, donc dans ton résultat et donc dans tes fonds propres. Et donc, tu l'auras pas dans tes comptes de classe 14. Soit elle n'est pas définitivement acquise pour X, Y raison. Et dans ce cas, elle est en effet considérée comme du quasi-fonds propre. Mais c'est du quasi-fonds propre très proche du fonds propre. Donc, très souvent, elle va être discutée comme étant du fonds propre. Là-dessus, juste un point, fonds propres, qu'elle dit fonds propres, je voulais pas vous donner un cours de compta, mais il faut quand même bien comprendre ça. Donc, les fonds propres, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, votre résultat, vos réserves, capital et les fonds levés, plus et derrière, vous avez ce qui s'appelle les quasi-fonds propres, qui vont être ces fameuses subventions que vous n'avez pas encore touchées totalement, et ça va être aussi comment ça s'appelle, par exemple, des obligations convertibles. Si j'ai des obligations convertibles ou les comptes courants d'associés. Tous ces éléments-là peuvent être considérés comme du quasi-fonds propre. C'est-à-dire que le banquier peut vous dire « Ah oui, je suis d'accord, ce sont des fonds propres ». Comme il peut vous dire « Ah ben non, pour moi, ce ne sont pas des fonds propres ». C'est quasi l'un ou l'autre, en fait. Et il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Bien comprendre ça, il n'y a pas de règle. Si le banquier ne veut pas vous prêter, il vous dira que ce n'est pas des fonds propres. Si, avec les mêmes comptes, il a décidé de vous prêter, il considérera que c'est en sont. Voilà. Il faut vraiment l'entendre comme ça. Donc, partez du principe que, voilà, quand vous discutez de vos emprunts bancaires, mettez ça en avant, expliquez que pour vous, ce sont des fonds propres, mais sachez que lui-même, le banquier, pourra un petit peu décider ce qu'il veut par rapport à ça. Donc, faut pas se leurrer. Hein, c'est pas. Il vaut mieux des fonds propres que des quasi-fonds propres. Voilà, j'ai pas d'autres mots à dire. En ce qui concerne les fonds, comment ça se passe un fonds d'investissement? Un fonds d'investissement, ça a une durée de vie de 10 ans. D'accord? Un fonds, c'est quoi? Un fonds, c'est de l'argent qui a été récolté par un gestionnaire de fonds. Le fameux VC, c'est le gestionnaire de fonds. Lui, son job, c'est de faire comme vous, c'est-à-dire d'aller lever de l'argent. Il va aller faire le tour des popotes, il va présenter
son projet d'investissement, etc., sa thèse d'investissement, et il va essayer de convaincre des investisseurs de mettre de l'argent chez lui. Il va leur dire, voilà, ben, j'ai besoin de 100 millions d'euros pour investir dans telle typologie de boîte, regardez mon track record, regardez ce que je vais pouvoir faire avec. Il va trouver des investisseurs. Ces investisseurs, ça peut être, là encore, BPI, qui est un gros financeur des fonds, mais ça peut être des banques, des fonds de retraite. Il y a plein des family office, plein de structures qui ont de l'argent à investir et qui vont confier cet argent. Le gestionnaire de fonds, son job, ça va être pendant 10 ans de le faire fructifier. Et donc, il a une période où il va investir. Donc, globalement, c'est les 3-4 premières années, à peu de choses près, où il va investir dans de nouveaux projets. Après, il va continuer à suivre éventuellement les boîtes dans lesquelles il a investi s'il y a des levées complémentaires. Et puis, surtout, à partir d'un moment, il va vouloir vendre. Son job, c'est, n'oubliez pas, de faire de l'argent. Donc, avec l'argent qu'on lui a prêté, qu'on lui a confié, pardon. Et donc, son job, il est de faire fructifier cet argent au mieux possible. Et donc, à un moment, à partir de, je dirais, soit d'opportunités qui tombent, même si c'est l'année 1, mais la plupart du temps, à l'année 4, 5, 6, on commence à réfléchir à revendre quelques structures, et il va essayer de se débarrasser, de revendre toutes ces structures au bout des années. Au bout de 10 ans, il ne faut plus qu'il y ait de boîte. Et donc, les fonds d'investissement, quand vous discutez avec des fonds, c'est un point qui est important, c'est qu'il faut connaître la structure d'investissement. Qui est-ce qui va investir chez moi? Est-ce que c'est un fonds qui est très mûr? Et dans ces cas-là, il y a peu de chances qu'ils investissent. Est-ce que le gestionnaire de fonds vient de lancer un nouveau fonds? Et dans ce cas, il a l'argent frais, ça vaut peut-être le coup. Vous voyez, c'est exactement ce genre de réflexion qu'il faut avoir. Le fonds d'investissement, lui, il va être dans une logique de sortie. Donc lui, pareil, il va vous dire, le BA pas toujours, il va pas toujours vous dire dans 5 ans je m'en vais. Mais le fonds, il va vous dire, on se donne rendez-vous dans 5 ans par exemple. Et dans 5 ans, on a ce qui s'appelle une clause de rendez-vous. Et cette clause de rendez-vous, elle va définir de ce qui se passera. Dans 5 ans, on n'a pas vendu la boîte, mais on la met en vente. Ou on a vendu la boîte, donc on n'arrive pas à la clause de 5 ans. Mais si on y arrive et qu'on n'a pas vendu, on va prendre des décisions ensemble de ce qu'on va faire après. Donc c'est une clause de rendez-vous. Le fonds d'investissement, donc globalement en moyenne, j'ai oublié, j'avais une slide, je la retrouvais pas de stats sur les fonds, mais en moyenne, ils partent du principe que ils ont à peu près 5 à 10% de leurs investissements qui vont être très rentables. D'accord? Le reste, ça va être moins rentable, voire pas rentable du tout. Mais ils ont toujours 1, 2, 3 boîtes, je dirais, sur une dizaine d'investissements, 10-15 investissements en moyenne, qui devraient être des belles boîtes. Et ça ne veut pas dire que les autres ils s'y intéressent pas, mais ils actent du fait que ils arriveront peut-être pas à faire grand-chose avec. Et pas tout de suite. Hein. Quand ils investissent au départ, ils ont quand même l'objectif que toutes les boîtes dans lesquelles ils investissent fonctionnent. Mais bon, voilà, ils savent que statistiquement, ça marche comme ça. Les fonds d'investissement ont je vous disais, à peu près 10% de taux d'investissement sur les réseaux de BA. Sur le monde des fonds, on est plutôt sur du 5 pour 1000. D'accord? Donc, sur 1000 dossiers envoyés, il y en aura 995 qui seront refusés. D'accord? Une chose est sûre, c'est que une autre stat qui est intéressante, c'est le temps qu'il passe sur un business plan. C'est entre 5 et 8 minutes. Vous avez passé des heures, des jours à faire votre business plan, 5 à 8 minutes. Et après, le résultat, il est soit très verticalisé dans la poubelle, soit on s'intéresse un peu plus à vous. Sachant que la personne qui va regarder votre dossier, c'est pas le partenaire du fonds la plupart du temps. Hein. Ça va être le stagiaire qui a été pris, qui vient d'une grande école, qui a des grilles d'analyse qui sont très très définies. Si vous rentrez pas dans la grille, si c'est pas compréhensible, votre projet n'est pas compréhensible, ça va être à la trappe. Donc, les fonds d'investissement, c'est encore un autre monde. Je pense que voilà, c'est un peu. J'étais un peu bavard sur le reste, donc je vais pas m'y attarder, mais c'est quand même un monde particulier. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que quand vous investissez quand vous lancez sur des levées de fonds, c'est pas au moment où vous vous lancez sur une levée de fonds qu'il faut agir. C'est bien avant. Imaginez aujourd'hui, vous pitchez, il y a des investisseurs potentiels, ou alors il y a un événement avec des pitchs, vous n'y êtes pas.
c'est pas vous qui pitchez, mais parce que c'est encore trop tôt pour vous, mais il y a des investisseurs potentiels, c'est là qu'il faut aller. C'est dans ces événements-là qu'il faut rencontrer du monde. Votre job, si vous vous dites qu'il va falloir lever des fonds à un moment ou un autre, c'est de créer votre réseau d'investisseurs dès aujourd'hui, dès le début. Il faut aller voir les gens, il faut les rencontrer, il faut échanger avec eux. Il faut qu'il y ait un nom et un visage sur le dossier. Il ne faut pas que vous soyez le dossier 7245 que reçoit Alven Capital. Ça ne marchera jamais. Ou marchera une fois sur combien d'autres fois. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent tellement de dossiers, ils ne feront pas forcément attention à vous. Par contre, si vous connaissez des gens là-bas, eh bien, le dossier il passera différemment. Il sera apporté par quelqu'un, il sera discuté. Vous aurez l'occasion d'échanger aussi avec vos investisseurs. Et ça aide. Investisseurs potentiels. Même, vous discutez, voilà, un truc qui se passe assez fréquemment. Vous rencontrez des investisseurs potentiels. Vous avez un bon fit avec eux. Mais c'est trop tôt pour eux, ils voient pas forcément l'intérêt. Mais ils trouvent que votre truc, c'est pas mal. Et bien, ces gens-là, il ne faut pas juste vous dire j'ai sa carte de visite ou j'ai son contact LinkedIn et puis basta. Vous allez travailler le truc. Vous allez lui envoyer, limite, c'est du marketing. Hein. Vous allez lui envoyer un mail tous les mois, tous les 2 mois, de bonnes nouvelles, en disant bonjour machin, j'espère que tu te souviens de moi, je suis content de t'annoncer que j'ai signé mon premier contrat commercial, ou on a eu notre première aide BPI, on a fait notre première petite levée de fonds, tac, tac, tac. Ils vous répondront pas forcément, hein, mais ils auront l'info. Et le jour où ils diront tiens, cette boîte-là, ça y est, elle commence à prendre comme je veux, paf, ils vous connaissent, ils vous contacteront. Ça va vraiment se passer comme ça. Autre truc, l'investisseur, il vous dit oui, ton truc c'est sympa, mais moi j'investirai jamais là-dedans, c'est pas du tout dans ma thèse d'investissement, ça, on entend ça souvent. Ok, mais le monde est petit, vous connaissez tous entre investisseurs. C'est peut-être pas dans ta thèse d'investissement, mais tu as peut-être autour de toi des gens qui ont d'autres thèses d'investissement. Donc peut-être tu en as un que tu pourrais me présenter. Et voilà, c'est du réseautage. C'est du réseau, hein, c'est comme ça que ça se passe le réseau. Ben, c'est pareil. Vous créez votre réseau aujourd'hui de business angels potentiels, de fonds potentiels, etc. Il y a des gens extrêmement bienveillants dans tous ces secteurs d'activité. Il y a des gens qui sont là, qui sont très contents de vous aider. Vous avez une question, vous les appelez. Est-ce que je peux te déranger pour un café? Ils sont dispo ou pas dispo. Si c'est pour un café, ils sont potentiellement disponibles. Ou s'ils s'intéressent à vous en particulier. Et ils vous donneront un conseil. Et s'ils ne vous le donnent pas, bah, tant pis, vous aurez appelé, ça vous aura coûté pas grand-chose. Mais n'hésitez pas. Créez le réseau, allez voir les gens, allez discuter avec eux. C'est comme ça qu'on réussit. Il faut un beau projet, il faut de l'innovation, il faut des offres extraordinaires, il faut être différent des autres. Tout ça, vous l'êtes tous, d'accord? Mais si en plus, vous êtes créé le bon réseau derrière, eh ben, ça ira beaucoup plus vite et ce sera bien facilité. Donc voilà, c'est là-dessus que je vais conclure parce que je vois que le temps passe très vite. J'aurais voulu rester un peu plus sur les fonds d'investissement, mais voilà, en tout cas, c'était ce que je voulais vous dire ce soir. Voilà, merci. Je vous en prie. Merci. Alors, place aux questions par contre, parce que n'hésitez pas, moi évidemment, je suis là pour... Non, c'est juste pour moi, j'avais une question sur la valorisation. Ouais. Quels sont les éléments à avoir? Est-ce qu'on peut la faire nous-mêmes pour valoriser, par exemple, notre start-up et en particulier une start-up qui construit un logiciel? Alors la valo, on pourrait faire 3 jours dessus, hein. Mais il y a une chose qui est malheureusement ou heureusement la réalité, c'est que valoriser une start-up, c'est du quasi impossible. Les méthodes de valorisation, je donne des cours hein, sur le sujet de la valo, j'en parle beaucoup dans le bouquin aussi. J'en liste, il y en a, je sais plus, j'ai dû en lister une quinzaine que je détaille sur toutes les valos possibles, des méthodes de valo. Bon, elles valent ce qu'elles valent. De toutes les manières, comment ça va se passer à la fin? Ça va être on se tape dans la main, quoi. Ça va être de la négo, mais on marchande. C'est ça la vraie vie de la levée de start-up, en particulier au départ, c'est ça. Ça va être, on va discuter, ça tient la route, oui, je considère que c'est OK pour toi. Les fonds d'investissement, alors là aussi, c'est un peu difficile d'en parler comme ça, mais ils ont leur méthode de valorisation, ils savent à peu près jusqu'où ils sont prêts à aller avec vous.
Parce qu'ils vous projettent dans 5 ans, ils savent vous projeter à leur manière dans 5 ans, et ils savent ce qu'ils veulent tirer de vous dans 5 ans. Donc ça, eux, ils ont leur manière, donc eux, ils vont faire leur propre valo. Vous allez arriver avec un business plan, avec un cash flow, par exemple. Votre cash flow, et ne le prenez pas mal, mais je suis prêt à vous parier qu'il est faux. Et c'est normal, parce que vous appelez pas Madame Irma, vous n'avez pas de boule de cristal. Si vous aviez une boule de cristal, vous n'auriez pas besoin de lever d'argent parce que vous auriez joué au loto et vous auriez déjà tout le cash qu'il vous faut. Et donc voilà, donc on n'est pas voyant. Donc, on fait des projections qui tiennent à partir de parfois pas grand-chose au départ. Et donc, utiliser des méthodes extrêmement structurées de valorisation, c'est basé sur des hypothèses structurées et des cash flows structurés. Ça marche pour des boîtes qui ont 10, 15, 20 ans. Pour des boîtes toutes jeunes, on est complètement dans le rêve. Et donc, on peut utiliser ça pour justifier notre hypothèse de base, mais de toutes les manières, ça va se négocier, ça va se dealer. Et il y a un truc qui est quand même important, mais là il faudrait quasiment une session sur le sujet, sur les aspects contractuels. Vous pouvez avoir la meilleure valorisation du monde, et en particulier sur SLP, on fait une session autour de ça, autour de la négociation, qui s'appelle la term sheet, ce document clé de négociation. Vous pouvez avoir la meilleure valo du monde. On peut vous foutre des clauses que vous voyez pas, ou si vous n'êtes pas bien accompagné, et qui font que demain, je vous sors et je rachète vos actions pour 1 euro. Vous avez une valo de dingue, vous n'êtes pas dilué, tout va bien dans le meilleur des mondes, et puis vous avez oublié qu'il y avait une clause de bad liver qui était un petit peu tordue, et hop, vous sortez. Donc, tout ça pour vous dire que finalement, la valo, ça va être un élément d'un contrat global. C'est un élément clé d'un contrat global. Maintenant, ne pas être d'accord sur une valorisation, ça arrive tout le temps. Alors, on essaye quand même de se rapprocher, de ne pas être loin. Tu me valorises 2 millions, moi je suis plutôt à 3, allez, on va essayer d'arriver à 2,5. Bon, voilà, ça se discute comme ça. Parfois, il y en a qui disent c'est 2 et c'est pas plus. Hein. Et bon, c'est à vous de voir si vous voulez valider ou pas le truc. Mais derrière, il y a des manières juridiques aussi de gérer ça. C'est-à-dire que on peut mettre des clauses qui disent, finalement, si j'atteins tel objectif, toi-même investisseur, tu reconnais que je valais quand même plus cher. Et donc, tu vas me relever. Et donc, finalement, je vais bénéficier d'actions complémentaires parce que j'avais raison sur mon idée de valo. De la même manière, à l'inverse, l'investisseur va me dire, bon, attends, t'es gentil, mais inversement, si jamais tu fais pas X de chiffre d'affaires, mais tu fais X moins 40%, moi, je veux récupérer 10% de plus de la boîte. Vous voyez, ça va être comme ça que ça va se passer. Donc, on peut se mettre d'accord, on peut ne pas être d'accord exactement sur la valorisation. C'est pas grave. D'accord ? Il y a d'autres manières aussi de lever sans être d'accord sur une valo. C'est ce qu'on va appeler des outils comme les BSAR, par exemple, qui sont des bons de souscription. Alors, c'est encore un outil un peu particulier, mais le bon de souscription, c'est de l'argent qui va arriver chez vous, qui va être en plus dans vos fonds propres, qui va arriver chez vous, sur une discussion qui aura lieu dans 18 mois peut-être, à la prochaine levée de fonds. Donc, c'est bien parce que c'est l'argent qui arrive sur le compte. C'est bien parce que les gens ils ne sont pas actionnaires. Les BSA, c'est pas des actions, hein, c'est des droits à actions. Donc, ils vont pas vous emmerder à l'Assemblée générale. Hein, ceux-là, vous les verrez pas, vous les convoquez pas, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que, en tant qu'investisseur, moi, à titre perso, j'aime pas trop les BSA parce que je trouve qu'on n'a pas beaucoup de poids. Mais derrière, le truc très intéressant, c'est que vous reportez votre problème de discussion de valo à dans 18 mois et vous ferez venir finalement un tiers parce qu'il y aura de nouveaux investisseurs qui seront là. Vous n'avez pas été tout de suite d'accord exactement sur la valo. Dans 18 mois, vous serez toujours peut-être pas d'accord, mais il y aura un tiers qui arrivera, qui rajoutera à la discussion. Et là, à un moment, on arrivera quand même à quelque chose. L'intérêt des BSA aussi pour l'investisseur qui investit en BSAR, c'est que c'est souvent un discount, enfin toujours d'ailleurs, un discount sur la levée qui va venir. C'est-à-dire que vous investissez très tôt aujourd'hui dans le projet, c'est top, c'est de l'argent qui arrive tout de suite pour vous donner des actions dans 18 mois. Et donc, ce fait-là fait que la valorisation qui sera négociée dans 18 mois, pour vous, elle sera discountée de 20-25%. Oui. Alors, moi, dans le même sens, moi, j'ai fait un pitch devant des BA et ils m'ont demandé évidemment le payback. Donc, même si effectivement c'est une discussion après, il faut quand même leur donner pendant le pitch une vision apparemment. Non.
Ah bon, donc je réponds non. Quand ils me disent c'est quoi le payback, je leur dis mais je vous le dirai pas. Bon, il faut leur demander ce qu'ils attendent. Ah oui? Ouais, il faut retourner la question, c'est complètement D'accord. débile de leur part. Ah ouais, ils m'ont Le posé cette payback, mais question. comment vous savez quel va être leur payback? Vous en avez aucune idée. Le payback, c'est ce qu'ils vont retirer de leur investissement. Mais comment? Parce combien ils vont gagner? Mais vous en savez strictement rien. La personne qui vous demande ça, il ne faut pas qu'elle investisse chez vous. Donc déjà, lui, vous le rayez. Non, mais sans déconner, c'est une question qui est déplacée. Pour moi, je la trouve déplacée. C'est-à-dire que il faut déjà qu'ils fassent leur avis sur la boîte en regardant le BP, etc. Vous n'avez vous-même proposé un payback, mais déjà, c'est vous engager sur des choses que vous ne maîtrisez pas du tout. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un autre Covid? Vous annoncez des trucs, il y a un Covid, vous faites quoi? Qu'est-ce qui se passe si vous avez un concurrent qui arrive en même temps que vous et qui vous bouffe? Vous n'en savez strictement rien. Il y a plein de risques. Et on sait que le monde n'est pas linéaire. On ne peut pas se projeter comme ça. Vous savez pas si dans 3 ans, vous serez racheté, vous aurez des possibilités d'être racheté, ou si vous voudrez lever à nouveau. Pour un business angel, c'est 2 histoires complètement différentes. Donc, dans ces cas-là, il faut lui demander ce qu'il attend et pas lui répondre. Et vous lui envoyez mes coordonnées. Et est-ce que tu peux nous dire pour les questions sur le chat, c'est possible? Mais je blague pas, hein, c'est ultra déplacé de leur part. C'est un test, hein, peut-être. C'était un test pour voir si vous allez répondre. Ouais, c'est un test. Mais c'est très difficile de vous projeter et dire le payback, c'est tant. C'est très, très difficile. Vous n'en savez rien. La question, monsieur, était importante quand même, parce que même s'il y a 15 000 méthodes pour valoriser, à un moment donné, il faut qu'ils sachent quelle part on leur propose. Oui. En fait. Oui. On leur propose 30%, 20%, 50%. Ouais. Mais ça, vous n'allez pas forcément dans votre premier pitch le dire. C'est pas nécessaire d'afficher je me valorise tant dans le pitch. C'est plus ça. Je vous dis pareil, ça va être de la discussion. Mais non, vous pouvez vous donner une idée, dire on est prêt à se diluer globalement à un niveau raisonnable autour de 20-25%. Ça donne une idée. Vous les laissez faire leurs calculs. Après, c'est à eux de faire leurs maths. Mais c'est ça l'idée. Vous voyez, c'est ça. Et globalement, c'est ce qui va se passer la plupart du temps quand vous allez chercher à lever. C'est pour ça, sur la valo, dans la logique, on va plutôt être sur un truc où on va se diluer à hauteur de 20-25%. C'est à peu près ce qu'on a en tête Alors parfois, c'est plus. Parfois, on n'a pas le choix de faire plus. Mais c'est à peu près ce qui va probablement se passer. Donc, c'est comme ça qu'il faut répondre, vous voyez, de manière peut-être un petit peu moins précise. C'est difficile d'être très précis quand même dans ces cas-là. Et oui, c'est pour ça que j'ai été bloquée quand ils m'ont posé la question. C'est pas sympa de leur part, en tout cas. Pour prendre deux questions. Oui, bien sûr. Oui, Allô? Ah, sur les questions en ligne? oui, en fait, sur les questions en ligne, parce que Oui, pardon. sur quelques questions. Du coup, oui, j'ai répondu à quelques questions là où je pouvais répondre facilement et rapidement. Il y en a une, là, il y en a surtout deux principales. Là. Il y en a une, c'est une question sur est-ce qu'il est possible de baisser la valorisation si à un moment il y a une valorisation qui est atteinte et après un BA souhaite une valeur inférieure. Alors, j'allais répondre, c'est très difficile et qu'il y a aussi le fisc derrière qui regarde. Mais voilà, mais du coup, tu peux développer un peu plus, Xavier, parce que si je mets que c'est très difficile. Il est difficile de quoi? J'ai pas compris. En fait, si à un moment on a fixé une valo et qu'après il y a un nouveau BA qui est pour rentrer vers une valeur inférieure. Ah, tu t'es mis d'accord avec des investisseurs sur une valo X et tu as un nouveau BA qui arrive qui demande une valo X moins X%. Ouais. Oui. Eh ben, il vient pas. C'est une question de Yorick. Dans ce cas, il faut pas le faire venir. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué, ça va pas être compris par les autres investisseurs. C'est pas possible. Puis il y a le fisc aussi qui regarde ces histoires de valo pour qu'il n'y ait pas d'embrouille. Et il y a. Deuxième question. Attends, juste parce qu'il y a une question qui est très liée à celle qui vient d'être posée. En sens inverse, s'il y a quelqu'un qui arrive, qui propose une valeur, qui discute sur une valeur supérieure
pour investir. En fait, soit on lui dit, on n'a pas besoin tout de suite de son argent et on lui dit tu viens plus tard, soit on a besoin quand même de son argent et on le fait venir à la même valo que tout le monde. Ça va se passer comme ça. On va s'arrêter sur une valo. Pardon. Ouais, il y a des timings et des valos. Il faut attendre, je sais pas, au moins 2-3 mois avant de refixer une nouvelle Ouais. valo. Ouais. Comme je disais, il y a enfin, le fisc qui regarde ça de très près aussi, parce que sinon, il y a pas mal d'arnaques avec des coups d'accordéon, etc. Bref. Mais alors, il y avait une autre une question d'Hélène qui demande, enfin, elle rebondit sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure sur quand tu fais un deuxième tour, hein, tu as déjà les petits investisseurs et tu veux les faire sortir. Elle demande un peu plus de détails sur comment ça se passe et Ok. voilà, s'il y a des conseils. Moi, je dirais conseil, c'est d'appeler Xavier parce que non, je dirais, il vaut mieux qu'elle t'appelle. Ouais, ou qu'elle appelle Simon. Oui, ou Simon. Ouais, il Simon vient Adam, qui est un vient de avocat qui est. revenir. Il était parti, il vient de revenir. Ouais. Il pourra répondre. Mais ouais, mais en fait, le fait d'avoir plein de petits actionnaires, c'est en effet un problème, mais c'est quand même aussi une vraie chance hein, d'avoir eu tous ces actionnaires. Et il peut se passer plusieurs choses. À partir du moment où il va y avoir un fonds d'investissement, il y a des fonds qui n'aiment pas trop avoir beaucoup de petits actionnaires. Et donc, ils vont dire qu'ils veulent nettoyer la table, en fait. Ça s'appelle nettoyer la table de capitalisation, c'est-à-dire faire partir, en fait, les petits actionnaires. Et ça, je dirais que c'est un peu... Alors, soit il y en a qui essayent de négocier avec vous pour que vous fassiez ça avant leur arrivée, mais la plupart du temps, ça se passe au moment de leur arrivée et il y a une partie de l'argent qui est investi qui va être là pour nettoyer cette table de capitalisation au lieu d'être investi dans l'entreprise. C'est ce que je disais tout à l'heure. Là, on va vendre des actions. Enfin, les petits actionnaires vont vendre leurs actions, ils vont retirer une plus-value qui sera imposée et cet argent ira dans leur poche et celle des impôts et pas dans l'entreprise. Mais il y a des fonds aussi qui disent, bah nous on vit très bien avec ces gens-là, on accepte qu'ils restent avec nous, c'est pas grave. Par contre, nous fonds d'investissement, on est là, c'est nous qui allons décider quand même des nouvelles règles de fonctionnement en termes de revente de boîtes, etc. Et donc si on décide de vendre, on voudra que tout le monde vende avec nous, ils n'auront pas le droit de ne pas vendre. Ils sont obligés de vendre en même temps que nous. Voilà, c'est ce qui se passera. Mais il y a vraiment les deux écoles. Hein. Il y en a que ça gêne pas du tout. Maintenant, j'étais avec un fonds qui avait ça comme beaucoup d'investisseurs comme ça. Au départ, ça ne gênait pas beaucoup. À la fin, on en avait un peu ras-le-bol quand même. Mais bon, ils peuvent supporter ça. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent mettre cet argent dans l'entreprise plutôt que de le donner à des investisseurs. Voilà. Mais il y en a plein aussi qui disent non, non, nous on veut très peu d'investisseurs en parallèle. La Love Money disparaît, les business angels, on aimerait en faire partie un certain nombre et ça se fait. Mais à la valo de la levée, la plupart du temps, donc les investisseurs font une plus-value raisonnable. La Love Money fait une petite plus-value sympa, hein, donc c'est sympa aussi. Moi, j'ai une question. Ah. Oui, Vas-y. Ouais. Quels sont les principaux éléments de vigilance, les erreurs à éviter? Alors là, il faudrait qu'on se refasse une session parce que c'est compliqué un pacte d'actionnaires. Sur le pacte d'actionnaires. Ouais. Sur... Les éléments clés d'un pacte d'actionnaires, il y a beaucoup de choses. Parce que le pacte d'actionnaires, en fait, c'est ce qui va diriger toute la relation entre tout le monde. Vous allez avoir des clauses autour des actions. Donc, à savoir, qu'est-ce qui se passe si, je vais dire des trucs un peu glauques, mais si un actionnaire décède, voilà, qu'est-ce qu'on fait des actions? Qu'est-ce qui se passe si un actionnaire s'en va? Qu'est-ce qui se passe si un des fondateurs s'en va? Qu'est-ce qui se passe si un des fonds veut transférer ses actions entre un de ses fonds et un autre fonds? Vous voyez, toutes ces règles autour du transfert d'actions, ça va être un sujet sensible. Il va y avoir aussi toutes les règles de départ. Donc, le fonds décide de vendre et il va vouloir que tout le monde le suive. Donc ça va être parmi les clauses que vous allez voir. Il va y avoir celle aussi si quelqu'un vend quelques-unes de ses actions, tout le monde peut vendre à proportion égale ses actions aussi. Donc, toutes ces petites clauses de mouvement de titre
à l'extérieur, donc cession de titres. Vous allez avoir toutes les règles de fonctionnement du board qui vont être définies, donc les droits de veto, les autorisations données, etc. Vous allez aussi avoir dans les pactes toutes les décisions possibles sur les départs ou non des fondateurs. Donc les clauses de good liver, bad liver. Donc ça, ce sont, je dirais, les clauses clés. Après, il y a ce que j'ai expliqué tout à l'heure, ce qu'on va appeler les clauses de relution et de dilution. Si on n'est pas d'accord sur la valo, comment est-ce qu'on peut se reluer ou pas. Donc ça va être dans le pacte d'actionnaires. J'en oublie certainement. Mais voilà, en tout cas, ça, ce sont certainement les éléments clés. En fait, toutes les clauses du pacte d'actionnaires sont importantes. Et que ce soit avec des angels, des Non, avec les business angels, je crois que même si vous allez sur France Angel, vous allez avoir des modèles des pactes qu'ils ont l'habitude de faire, il me semble. Hein. Je crois qu'il y avait ça à une époque. Et c'est un peu plus standard, un peu plus simple qu'avec des fonds d'investissement. Les fonds d'investissement, comme je vous dis, ils ont des clauses de rendez-vous, ils ont des clauses un peu différentes. Ils vont négocier aussi ce qu'on va appeler, bon, alors je ne vais pas vous donner un cours là, mais des clauses de liquidation préférentielle qui leur permettent d'avoir des actions un peu différentes des vôtres. Il va y avoir quand même beaucoup de règles un peu nouvelles qui viennent des fonds d'investissement. Mais là, comme ça, c'est un peu court. Ouais. Et la question, c'est concernant le régime social d'une société SAS, SARL, etc. Est-ce que ça impacte de façon directe ou indirecte la levée de fonds, soit dilutive ou non dilutive? On ne lève pas si on est une SARL. La réponse, elle est très claire. Tu lèves si tu es en SAS, en SASU, enfin tout ce qui est SAS ou SA. Il n'y a pas de souci parce que ce sont des actions, mais une SARL, ce ne sont pas des actions en fait. Et donc, exactement, c'est des parts d'associés et régies de manière différente des actions. Et surtout, tu ne peux pas créer un certain nombre d'outils donc tu payes en plus des droits, tu payes des droits dès qu'il y a des mouvements de titres, etc. Et tu vas te retrouver avec des outils que tu peux pas créer. Quand on parle de BSPCE, de BSA ou de BSPCE, on n'en a pas dans les SARL, ça n'existe pas. C'est pas possible. Avec la prêt bancaire aussi, est-ce qu'il y a une différence entre les deux sociétés? Non. Non. Prêt bancaire, demande d'aide, là, il n'y a pas de sujet. Mais par contre, à partir du moment où il y a des mouvements autour des titres, il faut être en SAS. Donc, quand on est en SARL, dans ces cas-là, il faut en amont avoir fait appel à un commissaire à la transformation et se transformer en SAS. C'est important. Sinon, on se ferme toutes les portes. Hein. Ou alors, il y a des investisseurs qui vont dire « Ok, on discute, mais dans le process, il faut vous transformer en SAS quoi qu'il se passe. » Donc, vous n'avez pas le choix. Il faut le faire. Ouais. Comment se positionner quand on est fondateur d'une idée, d'un projet, et qu'on cherche des investisseurs? Donc, les investisseurs vont vouloir des parts. Oui. Sachant que c'est eux qui vont mettre le gros de la somme. Comment avoir des parts justifiées, sachant qu'on met le moins d'argent, malgré que ce soit son idée? Je ne sais pas si vous comprenez la question. Ouais, donc vous êtes vous êtes au montage de la boîte là. Voilà, j'ai un projet, c'est mon projet. Ok, mais vous avez une idée, un concept, vous voulez le développer et vous voulez faire venir des investisseurs. Exactement. D'accord. Alors, cash is king. Je vais noter le mot. Gardez-vous-le en tête celui-là. Comment vous décrivez? Cash is king. D'accord. Ok. Non mais j'ai compris là. Voilà. Donc vous allez apporter quelque chose, éventuellement faire appel à un commissaire aux apports qui va vous aider à valoriser votre apport d'une manière ou d'une autre, mais globalement c'est le cash qui va primer. Et donc si vous arrivez en même temps avec les investisseurs, eh ben vous allez le faire bouffer. J'ai pas d'autres mots. Hein. Non, aucun intérêt. Mais il faut pas le faire. Il faut pas le faire. Donc comment on fait? Eh ben on monte sa boîte. On crée son projet avec son idée, on commence à montrer des preuves, et c'est du bootstrapping, c'est du début, voilà. On crée quelque chose, on crée de la valeur en fait. Alors elle peut être fictive, hein, mais en tout cas on crée un premier asset, un premier actif. Et
c'est là qu'on commence à faire venir l'investisseur parce que on peut valoriser sa boîte à plus que juste le nominal des actions. Quand vous créez votre boîte, c'est juste du nominal d'action. Vous, si vous apportez 20 000 euros de projet et que vous avez des gens qui amènent 500 000 euros, Comment la somme que je donne. d'accord, imaginons qu'ils amènent 500 000 euros, plus vos 20 000, ça fait 520 000 euros. Eux, ils ont 500 000 sur 520 000 de capital, vous avez 20 000 sur 520 000. Ça fait pas beaucoup pour une idée quand même, surtout si c'est votre boîte. Donc voilà, il faut déjà concevoir, créer au sein de votre structure avant d'accueillir de l'investisseur. D'accord. Créer de la valeur au sein de votre boîte avant de faire venir de l'investisseur. L'effet de ne pas venir en même temps que vous, c'est suicidaire en fait pour vous en tant que fondateur. D'accord. Ça va être très 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 violent. Okay. Voilà. J'ai plus que 20 000. Non, mais peu importe, mais vous voyez bien le truc, quoi. Faut faire quand même un petit peu attention à ça. Je suis en train de perdre ma voix complètement, mais tout va bien. Je pense que c'est bon. Pas d'autres questions? Pardon, j'étais en mute. Si, j'en ai une là, mais non, j'ai répondu. Ok. Alors nous, on a encore une Il y question. a Maître Azan aussi qui répond dans le chat. Ah, voilà. Ça marche. Ils ont des consultations en direct avec un super avocat. Donc ça, c'est pas mal. La question ici, c'était avec? Oui. Et Simon, tu peux dire s'il dit des âneries. Hein. En fait, c'est deux questions rapides. Ouais. J'ai entendu dire que les fonds qui ont des thèses d'investissement, en général, quand sur leur premier round d'investissement, ils ont des résultats, performances nettement supérieures à une deuxième campagne d'investissement. Et du coup, ça veut dire qu'est-ce qu'on doit privilégier un fonds un jeune fonds qui vient de se créer parce qu'il sera peut-être plus attentif à la qualité des. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu, que vous pouvez confirmer? Je pense pas que ce soit la façon de voir les choses. Enfin, c'est pas ma façon de voir. Non, c'est vrai que d'un point de vue du créateur, on prend tout ce qu'il peut. Voilà. Mais c'est une question en général. En fait, ce qu'on peut constater quand même, c'est que des gestionnaires de fonds qui créent leur premier fonds, évidemment, ils sont peut-être plus sous la contrainte ou sous la pression. Ils ont peut-être aussi moins d'argent à titre personnel. Mais franchement, leur seul focus, c'est le retour sur investissement de leur fonds, parce que c'est avec le retour sur investissement qu'ils vont pouvoir en ouvrir un deuxième. Le deuxième, c'est pareil. Ils sont dans la même logique. Ils vont lever plus d'argent encore. Et il va falloir qu'ils montrent qu'ils sont encore meilleurs. Et le troisième fonds, c'est pareil. Et le quatrième fonds, c'est pareil. Donc évidemment, sur chacun des fonds, à petit, comme ils gagnent un pourcentage sur les fonds levés, ils vont bien gagner leur vie, il n'y a pas de sujet. Comme ils gagnent en plus une part de plus-value, ils vont encore mieux gagner leur vie. Donc peut-être qu'il y en a qui vivent dans beaucoup trop de confort, j'en sais rien. Mais ça leur permet de payer plein de stagiaires, donc c'est formidable. Mais dans l'idée, franchement, les fonds que j'ai pu voir qui ont levé une fois, deux fois, trois fois, enfin les gestionnaires qui ont fait un fonds, deux fonds, trois fonds, ils sont pas moins performants, ils sont pas moins bons. Hein. Non, je pense que. D'accord, ouais. J'avais passé une stat comme ça sur LinkedIn. Et... c'est peut-être une stat, c'est peut-être une stat réelle, mais moi j'ai pas vérifié dans les fonds que je côtoie une moindre qualité, même dans les projets dans lesquels ils investissent ou dans le travail d'accompagnement qu'ils peuvent faire aux boîtes. Et deuxième question, j'ai entendu dire aussi que quand on ouvre un tour de table, c'était conseillé de fixer une fin, un début et une fin, vraiment très strict, de façon à afficher une position de confiance et de crédibilité vis-à-vis des investisseurs, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller mendier, on fixe un début, une fin, une fenêtre assez de 3 mois, par exemple, de 6 mois. Enfin, je ne sais pas. Est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez? Si vous avez récupéré au moins 90% de votre besoin au bout de cette phase, oui, faites-le, parce qu'en effet, ça montre que vous avez tenu un délai. Mais si vous êtes à 10% de votre investissement, non. Vous êtes obligé, En fait, ça va dépendre de votre capacité à faire, mine de rien. Je pense qu'il ne faut pas être trop rigide. Il faut donner une idée, en particulier ces temps-ci.
Moi, j'accompagne des boîtes qui devaient avoir fini leur levée depuis le mois de septembre-octobre. Ça va se faire là. Il y a du bois, là, je touche du bois, ça devrait se faire là. C'est des très belles levées, c'est des très très beaux projets. Il y avait plein de personnes intéressées, mais tout a pris beaucoup plus de temps que prévu. Voilà. Il y a beaucoup de risques au niveau du temps. C'est pas la peine de se rajouter une contrainte. En fait, là, en fait, le problème, c'est que vous risquez de vous rajouter une contrainte complémentaire. C'est pas la peine. Il y en a suffisamment la plupart du temps. Un deuxième ou un troisième tour, pas que le contexte a changé. Ouais, et puis surtout, oui, et puis il y a aussi tous ces gens qui sont en effet dans l'idée de faire, je fais une levée, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Et relax, quoi. Enfin, vous n'êtes pas, comme je dis, on crée pas une boîte pour lever des fonds. Enfin, vous n'êtes pas obligé d'avoir des besoins pour lever des fonds tout le temps. Ceux qui ont ces besoins-là, c'est des activités bien particulières, dans des modèles qui demandent beaucoup de dépenses avant d'arriver à une rentabilité. Et c'est ce qui était très très prisé jusqu'à présent, ce qui est un peu moins prisé ces temps-ci en fait. On est plutôt sur des boîtes qui cherchent une rentabilité plus proche maintenant. C'est sain, j'aime bien moi. Je préfère. En tant que directeur financier, hein, c'est juste. Non, c'est pour savoir s'il y avait encore des questions ou si on passait au mot de la fin. Ok. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Je te laisse conclure si tu veux. Conclure sur un mot, je reprends ma casquette de commercial pour le Startup Leadership Programme, puisqu'il y a un certain nombre de points sur lesquels on n'a pas pu aller plus loin sur le parc d'actionnaires, etc. Cette formation sur 8 mois, elle permet justement d'aborder ces problèmes, ces questions, et elle permet aussi de rencontrer des gens comme Xavier qui peuvent aussi, en dehors du programme, intervenir, conseiller, etc. Donc, voilà, merci à tous d'avoir participé à cette session. Merci à ceux qui sont en ligne. Et puis, si ceux qui sont en présence.